Je vois qu'il y a du monde en tout cas dans le chat, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on va voir les fondations non enseignées en japonais, les fondations qu'on n'enseigne pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles sont pas enseignées. La raison principale, c'est parce que c'est vrai que beaucoup de choses en japonais, en fait, on les apprend à des gens qui veulent rapidement parler. Du coup, plutôt que de leur dire ça se passe comme ça se passe comme ça, on leur dit ça, on le dit comme ça. Sauf que on le verra très rapidement, c'est que le japonais et le français sont en réalité deux choses très différentes. Même si on dit une chose en français, on dit une chose en japonais, en fait ce qui se passe au niveau des phrases c'est très différent, on va le voir très rapidement, et c'est tous ces points-là qui peuvent vous causer souci, qui peuvent vous faire dire que le japonais n'est pas logique, qu'on va voir. Je vois qu'il est 20h32, je pense qu'on va commencer directement avec le début. L'erreur mortelle en japonais, c'est d'oublier que le japonais et le français sont deux langues extrêmement éloignées l'une de l'autre. Ce n'est pas l'anglais et le français qui sont, même s'il y a des différences globalement très proches, sont vraiment des langues très différentes. Un exemple que j'ai pour illustrer ça, voilà, c'est une phrase qui peut paraître toute simple. J'aime les chats. J'aime les chats en français, c'est simple. En japonais, ça se dit neko ga skida. Donc phrase super simple en japonais, phrase super simple en français. Neko ga skida, j'aime les chats. Et juste avec une phrase comme ça déjà, on peut voir qu'il y a un gros problème. Je vous ai mis neko ici en orange et chat ici en orange. Parce que en japonais et en français, c'est le seul mot qu'il y a en commun dans cette phrase. Le seul mot en commun dans ces deux phrases, c'est chat. Alors je vous ai mis M en gris et souligné en violet parce qu'effectivement ski est un mot qui se rapproche quand même, qui est en lien avec aimer, mais ski c'est absolument pas un verbe, c'est un nom. Dans japonais il n'y a pas de lait, en japonais il n'y a pas de jeu, du moins dans cette phrase hein, j'entends, et en français ça, da c'est quoi? Da c'est l'équivalent de être. On parlera plus en détail de la copule, en fait c'est la copule, on en parlera plus en détail plus tard dans cette masterclass, mais c'est on va dire pour maintenant être, le verbe être quelque chose. En français, là, on n'a pas le verbe être. Là, on a le verbe aimer. En japonais, on n'a pas le verbe aimer. On a un nom, ski. Alors, c'est un mot qu'on n'a pas vraiment en français, mais qui est proche de l'adjectif aimable. Et ça, c'est un premier souci, c'est qu'il y a énormément de noms japonais qu'on n'a pas d'équivalent direct en français, qu'on n'a que sous la forme d'adjectif. Et en fait, ce qu'on dit quand on dit neko ga skida, c'est littéralement chat, particule qui indique le sujet, qui nous dit donc que le sujet de notre phrase c'est neko, et c'est pas je comme en français, c'est le neko qui est le sujet de la phrase ici. Ga, ski, donc qui est un nom qui veut dire affection, mais qu'on peut traduire par aimable, c'est un petit peu plus facile pour nous francophones, et on a da, être. Littéralement on dit chat, particule sujet, affection, être. Vous voyez que c'est très différent de j'aime les chats. Et ça c'est une phrase ultra basique. Et là déjà ça soulève un premier problème qu'on a avec le japonais, avec l'enseignement du japonais, c'est que effectivement si on vous prend pas le temps de vous expliquer ça et qu'on vous dit juste pour dire neko ga skida, c'est j'aime les chats, vous allez faire beaucoup de fausses associations, vous allez pouvoir faire de fausses associations, et ça peut être dramatique pour les gens qui veulent avoir une pratique sérieuse par la suite. Si vous voulez voyager au Japon pour dire quelques phrases, vous amuser, c'est cool, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais si vous êtes sérieux, ça va vous pénaliser par la suite, parce que évidemment, on vous apprend des choses fausses et votre cerveau, si on vous explique pas, c'est très dur de comprendre ça par vous-même. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de cette personne qui est un linguiste allemand. Je vais pas prononcer son nom parce que je ne parle pas du tout allemand. Notre première langue fonde les bases de toutes les autres langues que nous voudrions apprendre. Et ça, c'est super important. C'est que nous, quand on apprend le japonais, on l'apprend avec notre vision de francophone. Peut-être que certains parmi vous parlent anglais. Si vous parlez anglais, c'est une force parce que il y a pas mal de choses qui sont communes à l'anglais et au japonais, qui sont pas forcément communs au français et au japonais et inversement. Donc globalement, le plus de langues vous parlez, le plus facile ça sera pour vous. Pourquoi? Parce que le plus de langues vous parlez, le plus vous aurez de paradigmes. Donc paradigme, c'est la vision de voir le monde et la vision de voir les langues. Un exemple un peu bête pour illustrer l'idée de paradigme, c'est que en français, normalement, on dit « j'éteins la lumière ». Pourtant, il y a des gens qui disent « je ferme la lumière ». Ça, en soi, c'est déjà un petit exemple. Même en français, il y a des gens qui disent les deux, même si normalement on dit « j'éteins la lumière », il y a des gens qui disent « je ferme la lumière ». Il y a plusieurs langues où la manière normale de dire, c'est dire « je ferme la lumière » et non pas « j'éteins la lumière ». Ça, en soi, c'est des soucis de paradigme, c'est des façons de voir la langue, de voir de comment on exprime les idées. Et c'est pour ça que quand on apprend le japonais, il faut vraiment adopter un nouveau point de vue. Il faut adopter un nouveau point de vue qui va nous permettre de comprendre relativement facilement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on reste seulement avec le point de vue du français
il y a des choses qui ne marcheront pas en japonais. Et c'est justement ce point de vue sur lequel on va travailler aujourd'hui avec plusieurs notions. Vous avez vu déjà le programme, on va voir l'ordre des mots, le tableau des kanas, on va voir certaines formes, on va voir la forme en masse qui pose un souci parce qu'elle est mal enseignée, on va voir la notion d'auxiliaire, on va voir vraiment plein de choses. Voilà, là c'était juste vraiment une toute petite introduction pour vous dire que c'était super important d'adopter ce nouveau point de vue et que c'est ce qu'on allait faire. J'espère que ça vous intéresse déjà. L'ordre des mots. C'est vrai que l'ordre des mots pose énormément de soucis à beaucoup de gens. Au début de mon apprentissage, on m'a dit tu vas voir, le japonais c'est du français à l'envers. C'est du français à l'envers. Et le japonais c'est pas du français à l'envers. C'est différent du français. L'ordre il est différent du français, mais c'est pas du français à l'envers. Ça c'est la première chose qu'il faut réaliser. Si vous imaginez que c'est du français à l'envers, ça va pas le faire. Parce que en japonais, quand il parle, il n'attend pas d'avoir la fin de la phrase pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pas genre il est dans le flou, il est dans le flou, il est dans le flou, il est à la fin de la phrase, il comprend. Non, il y a des moyens de comprendre la phrase avec ce qui vient avant, et c'est sûrement pas du français à l'envers. C'est un ordre différent. On va voir qu'il y a deux règles qui simplifient vachement l'ordre en japonais, deux règles qui sont, moi je les ai jamais vues dans les manuels, mais qui facilitent en fait comment on peut aborder les phrases en japonais. La première chose à savoir, c'est qu'en japonais, au niveau de l'ordre des mots, ça commence du début et ça va vers la fin. Là, vous allez me dire, ouais, c'est normal que ça va du début et ça va vers la fin. Dites-vous quelque chose. En français, c'est pas forcément le cas. En français, on peut modifier des choses après qu'on en ait parlé. En japonais, du moins en japonais standard, je parle pas du japonais oral ici, en japonais standard, ça ne se fait pas. En japonais standard, tout ce qui vient avant modifie ce qui vient après, ou plutôt tout ce qui vient avant peut modifier ce qu'il y a après. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Tous les noms en japonais sont modifiés en amont. Tous les noms en japonais sont modifiés en amont. On va prendre un exemple, ça sera plus parlant. En français, on peut dire le petit chien blanc. C'est comme ça qu'on exprimerait cette idée en français. Le petit chien blanc. Donc vous voyez qu'au moment où on a notre nom, chien, eh bien, on sait qu'il est petit, notre chien, mais on sait pas encore qu'il est blanc. On sait qu'il est petit, mais on sait pas qu'il est blanc. En japonais, c'est comme ça qu'on le dirait, chisakute shiroi inu. Donc chisakute, ça correspond à petit. Shiroi, ça correspond à blanc. Je vous parle pas ici de la forme en T pour le moment, on y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant de savoir, voilà. En gros, on a petit, on a blanc ici, et on a inu après. Que ça, c'est la première règle en japonais, c'est que tous vos noms, à partir du moment où vous rencontrez le nom, il a déjà reçu toutes ces modifications possibles. Vous n'avez pas le droit, en japonais standard, en japonais on va dire bien conçu, de le modifier après. Évidemment, à l'oral c'est différent, comme en français, le français oral n'est pas aussi rigide que le français écrit, et vous pourrez dire le chien blanc là, petit. Ça se dit en français, ça peut se dire également en japonais, mais vous comprenez bien que c'est pas standard. Dans du japonais standard, réfléchi, prémédité, c'est toujours cet ordre-là. Les noms sont toujours modifiés en amont. Au passage, ce que je viens de vous dire, où on modifie après à l'oral, j'y reviendrai pas parce que il y a quand même des façons de le faire. Hein. Vous pouvez pas le faire comme ça n'importe comment. Il y a des manières japonaises de le faire. Mais pour nous, pour le contexte de ce cours, de cette masterclass, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. On garde la règle numéro 1, c'est toujours modifié en amont. Règle numéro 2, il n'existe que deux types de phrases en japonais. Il n'existe que trois types de phrases en japonais. Pourquoi je me suis trompé, vous allez voir, c'est parce qu'en fait, il y en a deux, sachant que une est divisée en deux sous-catégories. Toutes les phrases en japonais rentrent dans l'un de ces trois patterns. Donc c'est soit A, fait, B, qui sont les phrases qui se terminent avec un verbe. Donc ici, je vous ai mis le tableau des kanas, parce que ce tableau est souvent négligé, on en parlera bien plus en détail dans la partie juste après, mais voilà, les verbes en japonais se terminent par un kana de cette ligne, donc les verbes en japonais, il y en a évidemment énormément, je suppose que vous en connaissez quelques-uns, donc ça c'est le premier type de phrase, A fait B, et le deuxième type de phrase, ça va être A et B. A et B. Sachant que dans les phrases A et B, on a deux types de phrases, on a celles qui se terminent par un adjectif en I. Alors j'ai mis en I entre parenthèses parce que vous verrez qu'en vrai, en japonais, on vous apprend qu'il y a les adjectifs en A et les adjectifs en I. Grammaticalement parlant, il n'y a que les adjectifs en I, les adjectifs en A sont en K, sur lesquels on va revenir après, qui sont vraiment à part, c'est en K à part. Les vrais adjectifs en japonais, ce sont les adjectifs en I. Et les adjectifs en I, voilà, rentrent dans la catégorie, A et B, au même titre que quand une phrase se termine par une copule. Donc la copule, c'est da ou des. Si vous n'avez jamais entendu ce terme copule,
Je vais vous le définir juste après, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Quelques exemples quand même pour illustrer ça. A fait B, ça va être par exemple inu, donc on retrouve notre chien, ga hashiru, donc le chien court. A fait B, le chien court. Dans les adjectifs en i, on a par exemple neko, donc le chat, neko ga kawaii. Kawaii, vous connaissez forcément, ça veut dire mignon. Neko ga kawaii, c'est une phrase grammaticalement correcte. On pourrait mettre, là je l'ai pas mis, vous pouvez mettre le point ici, le maleux ici pour faire le point final. C'est grammaticalement correct. Et ça veut dire, en français littéralement, on dirait le chat est mignon. Le chat est mignon. Un exemple avec da, donc qui est le verbe être, qu'on traduit en français par être, tori da, c'est un oiseau. Tori c'est oiseau, da c'est la copule, qui veut dire en français être. Tori da, c'est un oiseau. Toutes les phrases rentrent dans l'une de ces trois catégories. Évidemment, vous pouvez construire des phrases beaucoup plus complexes où il y a des emboîtements, c'est tout à fait possible, évidemment. Mais les phrases fondamentales, les clauses fondamentales, se rentrent toutes dans ces catégories. Après, on peut rajouter plein de choses, on peut rajouter des objets, on peut rajouter des acteurs, on peut rajouter des directions, vous pouvez rajouter plein de choses, mais au cœur d'une phrase en japonais, il y a forcément un de ces trois schémas-là. La copule, du coup, pourquoi je vous dis copule? Je vous dis oui, on dit être en français, parce que être en français n'est pas forcément copulaire. Qu'est-ce que ça veut dire copulaire? En fait, c'est une notion qu'il est assez intéressante de comprendre. Voilà, c'est ça une copule. C'est assez intéressant à comprendre parce que c'est très séparé en japonais et qu'il n'y a qu'une chose vraiment... Enfin, il y a deux choses. Voilà. C'est très limité ce qui est copulaire en japonais et du coup c'est intéressant de le savoir pour pas le confondre avec le verbe être français qui est un petit peu plus utilisé, on va dire, de manière plus large. Donc une copule, ça sert à dire que A appartient à un groupe B. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer un exemple, ce sera beaucoup plus simple. C'est que quand vous utilisez da ou des, donc da c'est la copule qu'on appelle la copule pleine ou la copule neutre en japonais, et des c'est la même forme mais polie. Enfin c'est la même chose mais polie, pardon. Donc des n'est que la version polie de da. Quand vous dites watashi wa otoko da, vous dites que watashi, donc moi, j'appartiens au groupe des hommes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, c'est le groupe des hommes, et moi j'appartiens à ce groupe. J'existe dans ce groupe. J'existe dans ce groupe. C'est vraiment ça. D'ailleurs, da, ça vient de la contraction de de en japonais, de qui veut littéralement dire exister dans une limite, exister dans la limite des hommes. Et c'est ça une copule. Une copule, c'est quand vous précisez qu'un nom appartient à une catégorie. Et ça oppose la copule aux deux autres verbes que l'on traduit souvent par soit être, soit avoir en français, c'est ça qui est perturbant, qui sont ile et ale, qui sont exister. Ile, c'est exister pour les êtres vivants, ale, c'est exister pour les êtres inanimés, les objets. Par exemple, si vous dites ie ni ile, vous dites je suis à la maison. En français, on dit je suis à la maison, vous n'êtes pas une maison, vous êtes à la maison. Ben voilà, c'est vraiment deux mots séparés en japonais. Ile, c'est exister. Da, c'est vraiment cette copule. C'est être dans le sens être quelque chose. Être dans une limite. Et ça, c'est vraiment fondamental de comprendre cette différence pour ne pas être perturbé entre ile, ale et da et des. Da et des sont vraiment très particuliers en japonais. C'est super important de comprendre leur rôle. Leur rôle, c'est d'attribuer quelque chose à un groupe. Sachant que ce groupe peut être en vrai infiniment petit. Par exemple, si je dis obides, donc Obi c'est moi, je dis je suis Obi. Il n'y a personne d'autre dans ce groupe-là, il n'y a personne d'autre dans le groupe de moi. Mais voilà, c'est possible quand même de dire ça. Donc voilà, c'est pas parce que je dis que ça appartient à un groupe que le groupe doit être énorme, ça peut être un groupe extrêmement restreint avec une seule personne. Toujours est-il que voilà, la copule accomplit ce rôle. Du coup déjà, je vais essayer de lire un petit peu les commentaires s'il y en a, et sinon on va enchaîner. Alors, mais avec des, on peut tout de même mettre l'adjectif après. C'est-à-dire, tu veux dire mettre un adjectif après des, normalement, ça finit ta phrase. Donc, à moins d'utiliser ce qu'on appelle une conjonction pour résumer, ça va être tout ce qui est mais, et, du coup, ce genre de choses en français, qui permet de lier deux phrases entières. Donc, si tu sépares, si tu relis deux phrases en fait complètes, qu'on peut appeler des clauses, là tu peux mettre quelque chose après le des, mais techniquement le des marque la fin d'une phrase. Tu sais que quand t'as le des, à part de très très rares cas bien spécifiques, genre des formulations en fait qui sont plus de l'ordre de l'expression que de la grammaire, voilà, c'est des expressions, notamment quand tu fais un vœu, ce genre de choses, tu mets rien du tout après le des, ou alors tu mets une conjonction pour enchaîner avec une autre phrase. Mais ça finit en gros ta première phrase, si tu veux, et ça vient toujours à la fin. Toujours à la fin. Tanoshi des, on va y revenir. Excellente question. J'y reviens juste après dans une ou deux diapos.
C'est super cool que tu poses cette question. Une particule peut aussi terminer la phrase n'est-ce pas. Voilà, la seule différence c'est qu'effectivement il y a ce qu'on appelle des particules de fin de phrase en japonais qui n'ont pas un rôle grammatical, elles ont un rôle d'émotion, de nuance. Donc tu vas pouvoir ajouter des yo, des ze, des o, des wa, ce genre de choses, tu peux les rajouter effectivement en fin de phrase, parce que ça modifie pas le sens grammatical de la phrase, ça change juste l'émotion, la nuance émotionnelle que tu transmets en japonais, sachant que c'est une nuance de toute manière qu'on traduit jamais en français parce qu'on n'a pas toutes ces nuances en français, si ce n'est éventuellement en point d'exclamation. Une particule peut aussi terminer une phrase, n'est-ce pas? Donc voilà, kana c'est ça, kana c'est quand tu te poses une question, alors ka c'est la particule de question, kana, et c'est quand tu te poses une question à toi-même. Mais du coup ça modifie pas le sens grammatical de la phrase, juste le cas qui est un petit peu particulier, comme effectivement ça pose une question, en fait t'énonces ta phrase et tu dis bah cette phrase c'est une question, voilà. Et yoni, effectivement, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est la petite exception, parce que yoni, en fait, c'est utilisé comme expression, pour souhaiter, pour faire un vœu, mais c'est vraiment de l'ordre de l'expression, c'est vraiment pas la règle générale, c'est voilà, il y a une expression qui te permet de faire ça. Donc voilà, les phrases rentrent toujours dans l'une de ces trois catégories. On parlait, j'ai vu dans le chat l'adjectif en i, je vais revenir sur l'adjectif en i parce que généralement c'est la chose la moins comprise. Généralement, tout le monde sait qu'on peut finir une phrase par un verbe, tout le monde sait qu'on peut finir une phrase par da ou des dans la version polie. L'adjectif, ça pose un petit peu généralement souci. Adjectif en i, kawaii. Vous avez remarqué que si on appelle ça les adjectifs en i, c'est pas du hasard, ils finissent tous par en i comme ça. Ça fait que parfois il y a un double i. Alors c'est pas obligatoire que ça soit en double i, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent, mais c'est pas obligatoire. L'adjectif en i possède ce i final qui est vraiment particulier. Ce i, ça c'est quelque chose, c'est de l'or les amis. Ce i a une fonction de copule. Vous voyez la fonction de copule dont je vous ai parlé pour dire a et b. Et bah ce i porte cette fonction de copule. C'est-à-dire que c'est vrai que kawaii, on le traduit par mignon, mais une traduction plus juste, plus littéraire du moins, plus littérale pardon, serait qui est mignon. Qui est mignon. Il y a vraiment la notion de être mignon. Et la notion de être, elle est portée par ce i final. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène super important qui s'appelle qui s'appelle la nominalisation des adjectifs, qui en japonais se passe en remplaçant le i final par un sa. Du coup, kawaii, c'est mignon, littéralement c'est mignon, ou qui est mignon, et kawaii-sa, c'est alors un nom qu'on n'utilise pas très souvent en français, qui est la mignonnerie. C'est le nom qui correspond à l'adjectif en question. On a nominalisé notre adjectif. C'est-à-dire que notre adjectif n'a plus la fonction de copule, c'est plus être mignon, il a une fonction de nom. Kawaii-sa, la mignonnerie. Quand il perd son i, il perd sa fonction de copule. Un autre exemple que j'aime bien donner, du coup, je voulais vous en parler parce que c'est un cas assez intéressant, c'est le cas des couleurs en japonais. Vous savez, alors je vous ai pas mis les furigana, pardon, c'est aka. Aka, ça veut dire rouge. Ça, c'est rouge, mais vous savez qu'on a aka, on a akai, on a akasa. Est-ce que vous connaissez la différence? Alors souvent, on vous apprend la différence entre aka et akai, du moins j'espère qu'on vous l'a apprise. Aka, c'est un nom qui veut dire rouge. Par exemple, quand vous dites « j'aime le rouge », rouge est un nom. Le rouge. J'aime le rouge, aka, ga, ski, da. Maintenant, quand vous dites akai, c'est un adjectif. Donc akai koloma, la voiture rouge. Ou on pourrait dire la voiture qui est rouge. La voiture rouge. Donc akai, c'est l'adjectif. Et quand vous le passez, du coup, cet adjectif à sa forme nominale, on pourrait croire que ça nous redonne le rouge. Mais non, en fait, rouge, en l'occurrence, en japonais, c'est aka. En fait, akasa, c'est le nom qui renvoie à l'adjectif rouge. Et le nom qui renvoie à l'adjectif rouge, même en français, c'est pas rouge, c'est rougeur. Rougeur, c'est l'intensité du rouge si vous voulez, c'est la rougeur. Donc voilà, phénomène intéressant, c'est surtout avec les couleurs que ça arrive, vous pouvez pas enlever le i comme ça, la plupart des adjectifs en i n'existent pas sans leur i, vous pouvez juste remplacer ce i par un sa pour obtenir la version nominalisée. Voilà, à savoir quand même que du coup le sens est bien différent. Là on a le nom rouge, là on a l'adjectif rouge, et là on a le nom, la rougeur. Du coup, avec les adjectifs en i, vous avez le droit de dire neko ga kawaii, avec, vous voyez là je vous l'ai mis, le maleux, le point final, c'est une phrase grammaticalement complète et grammaticalement correcte. Parce qu'on a ce i là qui, en fait, on dirait le chat est mignon. Si on veut forcer un petit peu, en français, on pourrait dire le chat est mignon. Le chat est mignon. C'est ce i qui porte la fonction de est. Par contre, vous pouvez pas dire du coup neko ga kawaii da. Parce que le i, il a déjà la fonction de copule. Le i, il a déjà la fonction du da. Donc vous pouvez pas la mettre deux fois. Vous pouvez pas dire neko ga kawaii da. Parce qu'en fait, vous dites déjà neko ga kawaii, vous dites déjà le chat est mignon. Donc vous n'avez pas le droit de le remettre. Ça, c'est une phrase grammaticalement incorrecte
en japonais. Par contre, effectivement, j'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui me disait, mais pour des, du coup, on peut dire Tanoshi des, c'était son exemple. Oui, tu peux. Tu peux dire Neko ga kawaii des. Pourquoi? Parce que bah, vous savez qu'en japonais, enfin je sais pas si vous savez, mais je pense quand même c'est une des premières choses qu'on voit, qu'il y a ce qu'on appelle le langage neutre et le langage poli. Le langage poli qui est le tenego, qui est le langage parfois qu'on dit en desu et masu, qui sont en fait des objets de décoration pour rendre la phrase polie. Ça change pas grammaticalement le sens, ça la rend juste plus polie. C'est un petit peu comme la différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Ça change pas le sens de la phrase, ça la rend juste plus polie. La forme polie des adjectifs en i, c'est l'adjectif avec des attaché. Donc on pourrait me dire, oui, mais du coup, là t'as bien i et copule. C'est qu'en fait, le des ici, il n'a pas la valeur de copule, il a juste la valeur de décoration. Il décore juste notre adjectif. C'est pour ça qu'on peut dire neko ga kawaii si vous parlez en tameguchi, le langage neutre, que vous pouvez dire neko ga kawaii des si vous parlez en tenego, si vous parlez le langage poli, mais qu'en aucun cas, vous ne devriez dire neko ga kawaii da, parce que c'est une redondance et que du coup, elle est inutile. Ça ne décore pas, ça ne fait rien, c'est neutre, ça n'existe pas, parce qu'on a ce i qui remplit déjà ce rôle. Ça répond à la question de pourquoi est-ce qu'on peut utiliser des avec les adjectifs. J'en parle pas particulièrement dans cette masterclass, mais il faut savoir aussi que quand vous parlez en langage poli, normalement c'est que le dernier verbe de la clause qui est mis à la forme poli. Donc vous allez avoir un seul mas ou un seul des par clause. Voilà, petit truc supplémentaire, généralement ça pose pas trop de soucis. On reviendra par contre sur la forme en masse plus tard dans cette masterclass. Il n'y a pas de souci. Du coup voilà, c'est super intéressant de se rappeler qu'il y a vraiment ces deux grandes familles, A fait B et A et B, et que les adjectifs en I rentrent dans la deuxième catégorie, dans la catégorie des A et B, et qu'il n'y a pas besoin de da. On peut mettre en des pour décorer, tout comme on peut remplacer le da ici par un des, donc dire tolides pour décorer, mais voilà, ça reste dans cette catégorie. Je vais lire rapidement le chat parce que j'ai vu qu'il y avait des questions et on va enchaîner ensuite avec les adjectifs en A. La nominalisation est possible avec tous les adjectifs. La nominalisation est possible avec tous les adjectifs en I par le phénomène que je viens de t'apprendre. Après, il y a des adjectifs qui sont très souvent nominalisés et des adjectifs qui vont jamais l'être par l'usage, tu vois. C'est comme en français, mignonnerie, c'est un nom, hein. Tu peux regarder dans le dictionnaire, mignonnerie c'est un nom. Et c'est rare qu'on va l'utiliser. Donc oui, la forme nominalisée des adjectifs en i est valable pour tous les adjectifs en i. C'est juste que l'usage fait que certains sont souvent nominalisés et d'autres le sont rarement. Mais du coup, tu sais quand un adjectif en i, il n'y a pas le i final et il y a un ça à la place, c'est cet adjectif mais qui est nominalisé. Les nominalisations en ça sont-elles beaucoup utilisées à l'oral par les natifs? Oui, oui, en beaucoup. C'est relatif, mais oui, c'est pas rare. C'est pas rare quand tu veux, voilà, surtout pour qualifier des degrés notamment kawaii-sa, tu le verras souvent, tu vois. Oui, c'est un phénomène qui arrive assez souvent. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbés par les bruits qu'il y a dans ma maison. Je pense que le micro est assez bien configuré pour ça, mais... Du coup, les adjectifs en A. Effectivement, Hiro a dit dans le chat qu'ils avaient une origine différente, c'est vrai. Ça m'énerve un petit peu qu'on dise les adjectifs en A, je comprends pourquoi on le dit. Et même moi j'utilise ce mot. Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que tout le monde utilise ce mot et que du coup les étudiants le connaissent et que c'est quand même pratique, on va dire, pour désigner la chose. Mais en fait, les adjectifs en A, ça n'existe pas vraiment en fait en japonais. Enfin, ça n'existe pas vraiment, comment dire. En fait, pour être honnête, les japonais ont un mot pour ça et un mot qui est horrible également. Le côté rassurant, c'est que même en japonais, le nom n'a pas de sens. En fait, les adjectifs en A, ce sont juste des noms. L'autre fois, on m'a posé une question qui était en vrai une question que je comprends absolument, qui est: est-ce que tous les adjectifs en A peuvent être utilisés en tant que nom? Je comprends la question, mais ça me désole un peu parce que ça montre que ça a été mal enseigné. Pourquoi? Parce qu'en fait, les adjectifs en A sont tous des noms. Il n'y a pas d'adjectif en A en soi. Il y a des noms qui peuvent récupérer en A pour servir d'adjectif. Mais c'est que des noms. C'est que des noms. Tous les adjectifs en A sont des noms. Que vous pouvez utiliser quand même avec un pouvoir spécial. C'est pas tous les noms que vous pouvez utiliser avec le na. C'est vrai, donc c'est pour ça que je dis ce sont des noms avec un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial, c'est de se transformer en adjectif à travers ce petit na, qui est en fait, si vous voulez tout connaître, qui est en une forme de da, la copule. Le na a une valeur de copule. Donc, est-ce que j'ai un exemple juste après que je peux vous montrer? Sinon, je vais en créer un à la volée, mais si on a une slide pour ça, c'est pas... Oui, on a un exemple parfait. C'est pour ça que vous pouvez dire kire na ana, da, c'est... Donc, kire, c'est souvent on traduit par beau ou belle, alors qu'en vrai c'est un nom qui est proche du nom français splendeur, la splendeur. Ouais, la splendeur. Et c'est vrai que quand vous traduisez cette phrase en français,
et bah on l'a traduit par cette première phrase, Kirei na hana da, la fleur qui est belle. C'est comme ça qu'on le dit en français, la fleur qui est belle. Mais ce mot, littéralement, c'est splendeur, ou la beauté, en vrai on pourrait dire la beauté également. La beauté na hana, donc ça nous précise que ce n'est pas une fleur qui est n'importe comment, c'est une fleur qui est beauté. Une fleur qui est belle, on dirait en français, une belle fleur. Et ensuite on enchaîne avec le da. Mais vous remarquez qu'ici, on a un i-particule, qu'on n'a pas de sujet qui est mentionné explicitement. Ça, c'est un élément également qui perturbe énormément le japonais. Il y a toute une partie qui arrive dans 1, 2, 3, 4, dans 4 slides, on parle de pourquoi il n'y a pas de ga ici, vous allez voir. Par contre, on peut également dire, voilà, hana, ga, kirei, da. Hana, ga, kirei, da. La fleur est belle. Donc ça, on traduirait plus par la fleur qui est belle, et là, on dit la fleur est belle. Mais littéralement, ce qu'on dit, c'est la fleur est beauté. La fleur est beauté. Effectivement, c'est pas comme ça qu'on le dit en français, on dit la fleur est belle, mais c'est l'idée qui est là. Donc vous voyez bien que c'est juste un nom auquel on peut attacher ce fameux na, qui, en gros, pour simplifier auprès des Français, je dis, vous pouvez traduire par qui est. Généralement, ça marche bien. Qui est beauté, donc qui est belle. Voilà, ça c'était le secret des adjectifs en a. Les adjectifs en a sont en fait des noms. Et c'est valable pour absolument tous les adjectifs en a. Encore une fois, l'inverse n'est pas vrai, tous les noms ne peuvent pas être utilisés comme adjectifs en a, mais dès que vous apprenez, je sais que les gens, quand il y a des cours adjectifs en a, vous apprenez une liste d'adjectifs en a. En fait, ce que vous faites, c'est juste apprendre une liste de noms. Ce sont des noms. Tous les adjectifs en a que vous connaissez, ce sont des noms. Ça, c'est super puissant à réaliser, et c'est pour ça que ça peut s'utiliser dans ces deux types de constructions différentes. Soit effectivement ici avec le na pour qualifier le nom avant et mettre être après, soit juste directement en tant que nom, et du coup dire être juste après. Ça marche également très bien. Voilà, ça c'est vraiment le tableau que je vous invite à retenir, que c'est toujours A fait B ou A et B, et que dans A et B on a ces deux sous-catégories, et que toute phrase fondamentale en japonais retombe dans l'une de ces catégories. Du coup, si on reprend l'ordre des mots en japonais, la règle numéro 1 c'est que la phrase avance. En japonais, la phrase avance, c'est-à-dire que tout ce qui vient avant sert à modifier ou peut servir à modifier ce qui vient après. Et dès que vous avez notamment un nom dans une phrase en japonais, s'il a été modifié, il a été modifié en amont, pardon. Avant. Il peut avoir été modifié de manière extrêmement complexe, c'est possible, mais toujours est-il que c'est fait avant le nom et jamais après. Et enfin, il faut savoir que toutes les phrases en japonais sont soit A fait B ou A et B, et que le verbe vient à la fin. Le verbe vient toujours à la fin en japonais. On peut utiliser des verbes en milieu de phrase en japonais, mais c'est lorsqu'ils sont utilisés pour qualifier des noms. Pour qualifier des noms, c'est une notion un petit peu plus avancée, dans le sens où ça va être dans des phrases plus complexes. Par exemple, on pourrait dire « un cheval qui court est beau », et du coup, qui court sert à qualifier, voilà, cheval, et l'action c'est être beau. Voilà, en japonais, vous pouvez le faire également, et du coup, vous utilisez des verbes en milieu de phrase qui sont toujours placés avant le nom qu'ils qualifient, comme les adjectifs, pour le modifier. Mais l'action principale, le A fait B ou le A et B, le verbe, il est toujours à la fin de la phrase, en japonais. Aucun manuel n'explique ça, c'est super intéressant, super cool, c'est justement pour ça que je fais cette masterclass. Super intéressant tes explications, merci, ça fait plaisir. Le même na que dans les questions en nano. Oui, c'est le même na que dans les questions en nano. Nano, c'est un petit peu, c'est des particules composées. Ça sort un petit peu du cadre de cette masterclass, mais oui, c'est le même. Alors, j'ai vu, en fait, il y a énormément de commentaires. Alors, je vais prendre juste 3 minutes pour remonter. Alors, pour revenir à l'exemple de Kirei na Hanada, le na est obligatoire ou on peut l'omettre. Si tu formes la phrase comme ceci, il est obligatoire. Tu peux pas dire Kirei hana. Tu peux pas dire Kirei hana parce que même si c'est en i ici à la fin, Kirei n'est pas un adjectif en i, c'est un nom. Du coup, tu peux pas connecter un nom à un autre nom sans le modifier, sauf si ce sont des noms composés. Évidemment, il existe des noms composés, comme en français, mais c'est un cas un petit peu particulier. Un nom composé en français, là j'en ai pas, mais tu vois par exemple Hanabi, c'est un peu un mauvais exemple, parce que c'est pas vraiment un nom composé, c'est un nouveau mot. Par exemple Nihongo. Nihongo, c'est un mot, tu vois, il est composé de Nihon, donc le Japon, et de Go, qui littéralement est le langage. Et tu vas pas mettre de particules entre les deux, parce que c'est un mot composé, et c'est considéré comme un seul et même mot. Maintenant, pour beaucoup de mots, pour ce qu'on appelle les adjectifs en A du moins, ce sont en fait des noms que tu es obligé, pour les connecter à un autre nom, d'utiliser des particules. En l'occurrence, la particule na, on peut le faire pour certains avec la particule no. Pareil, c'est un petit peu particulier, ça sort un petit peu du cadre de ce cours. Mais oui, le na est obligatoire, tu peux pas l'omettre. Sinon, ça changerait le sens de la phrase. Et en fait, le na, vraiment, dis-toi que ça veut dire qui est. Tu peux pas dire belle fleur être.
c'est la fleur qui est belle être. Voilà. J'espère que ça t'aide un petit peu, que ça répond à ta question. Sur ski, ça le fait. Ouais, ski est effectivement un adjectif en a. On peut dire ski na mono, la chose que j'aime. On reparlera de ski d'ailleurs un petit peu plus tard. Ok, mais pourquoi peut-on exprimer la même chose avec la majorité des adjectifs en i et en a? Par exemple, ennuyeux peut se dire avec un adjectif en i et un adjectif en a. Ça dépend des mots et des adjectifs en fait. Le japonais, comme toutes les langues, a énormément de synonymes plus ou moins proches. Du coup, c'est vrai que parfois tu vas avoir des synonymes entre les adjectifs en i et les adjectifs en a, mais ça pose pas plus de problème qu'en français les synonymes entre, j'en sais rien, géant, gigantesque, énorme, voilà, ça pose pas plus de soucis, en fait, ce sont juste différents mots, voilà, ce sont différents mots, certains sont adjectifs en a, d'autres sont adjectifs en i, mais ça pose normalement, à ma connaissance, du moins pas de soucis. Du moins pas évident. Après, si toi ça te pose des soucis, je t'invite à me dire précisément si tu as des exemples. C'est super intéressant, mais oui, il y a beaucoup de synonymes, comme dans toutes les langues. La phrase avance, règle numéro 1, numéro 2, A fait B ou A et B, et chose super importante, pareil, jamais enseigné. Qui est A, je vous l'ai mis dans les deux couleurs, parce que dans les phrases A fait B ou A et B, A est toujours marqué par ga en japonais. Parfois, il y a des gens qui disent que la particule ga est un petit peu compliquée, qu'elle fait des choses bizarres, qu'elle peut marquer l'objet, non, la particule ga, c'est l'une des particules les plus simples que vous avez en japonais, si ce n'est la particule la plus simple que vous avez en japonais. Elle fait toujours une seule et même chose, c'est qu'elle marque le sujet grammatical de la phrase. Elle fait toujours la même chose, elle marque toujours A. C'est vrai qu'il y a une difficulté, ceci dit, quand même, avec la particule ga, mais qui n'est pas réservée à la particule ga, c'est qu'en japonais, il existe ce qu'on appelle un pronom zéro. Est-ce que vous connaissez le pronom zéro? Est-ce qu'on vous a parlé du pronom zéro? C'est quelque chose qui existe également en anglais, dans de rares cas. En français, je sais pas, je connais pas assez le français scolairement, on va dire, pour l'affirmer, mais je crois pas qu'on ait de zéro pronom en français. En anglais, c'est par exemple la place de that, tu vois. Tu peux le dire pour ceux qui parlent anglais, pour le gâteau que j'ai mangé, the cake that I ate, ou tu peux dire the cake I ate, ou t'oublies le pronom. C'est un phénomène, vous voyez, qui existe un petit peu en anglais. C'est un phénomène qui est extrêmement courant en japonais. Au point que c'est perturbant si on vous l'apprend pas. Donc le pronom zéro, c'est quoi? Je vais vous montrer des exemples, ça sera beaucoup plus court. Ça renvoie généralement à ce que en français, nous, on qualifie avec un se, en ça, en on, en le, en la ou en le. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Je vais vous montrer une phrase, ça sera plus parlant. Mais c'est également désigné à la place de je, tu, elle, etc. En fait, ça peut désigner n'importe quel pronom, grosso modo, en français, peut être zéro pronom en japonais, ce qui fait que quand vous avez la phrase en japonais, vous n'avez pas de sujet visible, alors que en français, on est obligé d'introduire un pronom, qui fait qu'il y a beaucoup de confusion parfois qui naît ici, parce que on a un acteur ou un pronom qui apparaît, alors qu'il n'y a pas en japonais. En exemple tout bête, tout simple, Torida. Voilà, il y a deux mots. Il y a tori qui est oiseau et il y a da qui est du coup notre copule. Maintenant, je vais utiliser le mot copule, vu qu'on a vu ce que c'était. Torida. Et ben, en français, torida. Déjà, on dit est un oiseau. Donc, vous voyez, on rajoute un 1 qu'il n'y a pas en japonais. Et oui, en fait, je vous ai mis cette phrase. On dit pas en français est un oiseau. Est un oiseau, c'est de quoi tu me parles? On dit c'est un oiseau. C'est un oiseau. Voilà. On sait pas quoi, forcément, on imagine qu'on peut montrer quelque chose ou quoi, mais voilà, on dit pas est un oiseau en français, on dit c'est un oiseau. Et bah c'est ça la particule, le zéro pronom, le pronom zéro plutôt en japonais, c'est qu'il y a ga, tori, da. Il y a forcément un acteur qui fait l'action d'être un oiseau. Il y a forcément quelque chose qui est l'oiseau. L'oiseau il est pas là par tout seul, il y a forcément, ça relie, da on l'a vu, ça relie forcément un nom à un autre. La copule, ça dit quelque chose et quelque chose par rapport forcément à quelque chose d'autre. Parfois ce quelque chose d'autre n'est pas mentionné. En français ce n'est pas possible, on utilise en pronom, généralement en pronom neutre comme ce, ça, le, on, ce genre de choses. En japonais, c'est quelque chose d'extrêmement courant de ne pas montrer le pronom. Et ça, vraiment, il faut, c'est un truc super puissant à réaliser, que ga est dans absolument toutes les phrases japonaises. Parfois invisible, souvent même invisible, j'ai envie de dire, mais il est présent dans toutes les phrases. Les trois types de phrases qu'on a vues tout à l'heure, il y a forcément a, ga, B. On voit pas forcément ga, et ce qui se passe quand on voit pas le ga, c'est qu'on voit pas le a non plus. Mais ça veut pas dire qu'il est pas là. En fait, effectivement, la particule, le pronom auquel la particule s'attache, en fait, quand elle n'est pas affichée, vous ne voyez ni la particule, ni le nom auquel elle est attachée. Donc le zéro ga, en fait, vous voyez pas, on met pas en ga comme ça tout seul dans une phrase en japonais, pas la particule du moins qui indique le sujet. Et du coup, si je vous pose la question en japonais, qui a mangé le gâteau? Dare ga keki o tabeta? Et bah, la réponse très certainement de base en japonais, ça serait watashi ga tabeta. Watashi ga tabeta. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a bien le ga, mais c'est le o qu'on précise pas. Littéralement, vous dites j'ai mangé. Quand vous dites watashi ga tabeta, littéralement, vous dites j'ai mangé. Mais ça, on le traduit en français par je l'ai mangé.
Je l'ai mangé. J'ai mangé quoi? Le gâteau. On dit pas j'ai mangé le gâteau. Vous pouvez dire j'ai mangé le gâteau. Tout comme en japonais, vous pouvez réinsister dessus. Mais quand on n'insiste pas dessus parce que c'est évident, en français, voilà, on utilise ce petit L'. Là où en japonais, on utilise bah rien. Mais c'est pas on utilise rien, c'est on utilise rien. Vous voyez la différence? C'est on utilise 0 O. On ne précise pas le. Parce que c'est évident par le contexte. Vous pouvez le préciser, vous pouvez dire Watashi ga keki o tabeta. Mais comme en français, si vous répondez qui a mangé le gâteau, j'ai mangé le gâteau, ça fait un petit peu lourd. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Et du coup, ça c'est la dernière règle qui complète l'ordre des mots en japonais. Alors ça sort un petit peu du contexte de l'ordre des mots, mais c'est dans les fondations des phrases de base en japonais. C'est que voilà, il y a ce gars, c'est super important. Parfois il est invisible, mais il est toujours là, et il marque toujours il marque toujours le sujet. Alors, vous allez peut-être me dire, mais attends, des fois ça marque pas l'objet. Ça marque l'objet dans les traductions françaises, ça marque pas l'objet grammatical japonais. On va voir plein d'exemples après où effectivement ça marque un sujet que l'on traduit en français par un objet, mais en japonais, je vous rappelle, on doit adopter le point de vue du japonais. En japonais, ga ne fait qu'une seule et même chose, c'est qu'il marque le sujet grammatical de la phrase. À ne pas confondre avec le ga que vous verrez en fin de phrase, qui n'est pas la particule, c'est un homonyme. Alors, homonyme, faut pas paniquer, on a des tonnes d'homonymes ultra fréquents en français également. Ils sont en usage tellement différent qu'on ne les confond pas. Ga sert également de conjonction pour dire mais ça apparaît en fin de phrase après le verbe. On ne le confond pas comme vous ne confondez pas été et été. Si je dis j'ai été musclé en été, j'ai été musclé en été. Vous confondez pas les deux étés normalement. Moi et mon gars, on est, voilà, vous confondez pas moi et mon gars, on est. Le et, vous les confondez pas, alors que c'est les mêmes sons. C'est pareil, il y a beaucoup de synonymes, notamment des synonymes très simples en japonais, au niveau des particules, qu'on vous dit parfois c'est une particule qui fait plein de choses. Souvent, c'est que c'est pas une particule qui fait plein de choses, c'est qu'il y a une particule et un homonyme qui forcément font deux choses différentes, comme et plus et être font deux choses totalement différentes, vu que ce sont des mots différents. Voilà, donc ça, c'était la première grosse partie sur l'ordre des mots. Je vais lire un petit peu les commentaires. La fleur qui est belle, peut-on dire qu'il a da Hana en nominalisant Hana. Hana est déjà un nom, du coup tu peux pas le nominaliser. Et comme, rappelle-toi des trois types de phrases qu'on a, on a forcément A et B, ou A fait B, mais en l'occurrence ça c'est A et B, et le verbe est forcément à la fin. À partir du moment où tu mets qu'il est da, ta phrase elle est finie. Tu peux reconstruire une nouvelle phrase avec une conjonction, donc en gros en français c'est ce qu'on appelle en et ou en mais, tu vois, bah, c'est une conjonction aussi, hein, mais c'est et ou mais, pour faire une phrase composée, ça tu peux, mais ta phrase, ton unité logique de phrase est terminée à partir du moment où t'es en da. C'est pour ça que tu peux pas dire qu'il est da hana. Tu peux dire qu'il est na hana da, mais voilà, tu peux pas dire qu'il est da hana. Jamais entendu parler du pronom zéro. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, et que ça explique pourquoi dans beaucoup de phrases, il n'y a pas de sujet en japonais. C'est parce que en sujet, quand le sujet est soit évident, soit que c'est un sujet neutre comme on, le, etc., souvent il est juste pas précisé, tout simplement. Solega Unuda, desga. Effectivement, desga, c'est quelque chose qui est utilisé pour dire mais. Parce que tu vas parler, tu vas dire desga, et tu vas mettre du coup ta particule de fin, et tu vas dire mais. Et là, effectivement, c'est pas une particule, en fait, c'est une conjonction, donc c'est un homonyme. C'est pas le gars qui indique le sujet, c'est le gars qui indique mais, qui indique que tu vas enchaîner ta phrase avec autre chose. Il y a des fois où wa remplace, ou plutôt remplit la fonction de ga. J'ai hésité à en parler de wa, c'est... C'est faux, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Moi aussi, j'ai très longtemps cru ça. Wa ne remplace jamais de particules. Il y a souvent des fois où il y a un wa et il y a le pronom 0 ga. Mais wa ne remplace jamais une particule. Il ne remplace jamais ga, il ne remplace jamais o. Souvent, on dit que ça peut remplacer l'un ou l'autre. Ce n'est pas vrai. Wa, tout ce qu'il fait, c'est indiquer le thème de la phrase. Le thème de la phrase. Grammaticalement, il n'indique rien. Grammaticalement, wa n'indique rien. Il indique le thème de la phrase. Maintenant, wa, je vous invite à pas vous prendre trop la tête avec ça pour le moment. Effectivement, j'en ai pas parlé dans cette masterclass parce que vous allez voir, c'est déjà bien chargé. Là, je vois, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle et il y a encore pas mal de choses à voir. Il y a beaucoup de notions. Wa, c'est vraiment une de ces notions que vous allez finir par appréhender à force. C'est vraiment du monde de la nuance, le wa, et c'est vraiment de ces concepts où il vous faut beaucoup d'immersion pour débloquer vraiment ce que ça veut dire, mais voilà, tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, c'est que wa ne remplace jamais une particule. Parfois, il y a un wa combiné avec un pronom invisible, mais c'est jamais en ga ou en o qui est remplacé par wa.
Bien faire la différence entre ça. C'est un petit point sensible effectivement, dans lequel je suis très longtemps tombé également, j'ai très longtemps cru la même chose que toi, mais ce n'est pas ce qui se passe au niveau grammatical. Du coup, plutôt remplit la fonction de ga, c'est pas vraiment qui remplit la fonction, c'est que comme tu as déjà mentionné le thème de la phrase, si je dis watashi wa obi desu, comme j'ai déjà dit que je parlais de moi, je vais pas repréciser le sujet, mais regarde, quand tu as les traductions mot à mot de watashi wa obi desu, généralement on traduit par me concernant, je suis obi. En français, tu vois bien que tu réutilises un pronom. Tu dis me concernant, je suis obi. Voilà. Donc en vrai, tu pourrais dire watashi wa, watashi ga, obi desu. Mais du coup, pour une raison assez évidente, tu le dis pas, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Sûrement, mais des fois, on peut mettre ga ou wa, car les deux fonctionnent. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je te disais, les deux peuvent fonctionner, ils ont pas les mêmes nuances par contre, hein. Attention. Les deux peuvent fonctionner, selon les situations, les deux peuvent plus ou moins marcher. Souvent, ils n'ont pas du tout les mêmes implications au niveau des nuances. Ça, c'est le sujet pour une autre fois, mais surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que wa n'a aucune fonction grammaticale. Ga a une fonction grammaticale, wa n'en a pas, au niveau du verbe. Wa indique rien par rapport au verbe. Wa, il indique le thème de la phrase. Ga indique toujours le sujet du verbe. Voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister parce que, alors, si vraiment ça bug un petit peu dans ma tête à ce moment-là, en vrai, c'est pas dramatique. Comme je vous ai dit, wa, c'est vraiment l'un, je pense, des points les plus fondamentaux du japonais, mais des plus difficiles dans le sens où c'est vraiment dans le paradigme pur et dur, et que avant d'avoir été exposé des tonnes et des tonnes de fois à la langue, c'est assez dur à saisir. Et voilà, retenez juste que wa ne sert pas à remplacer quelque chose, il sert juste à indiquer le thème d'une phrase. Pas de fonction grammaticale, il indique juste le thème d'une phrase. Wa marque le thème, c'est différent du sujet marqué par ga. Voilà, donc effectivement, ce que je viens de dire, j'espère que ça répond un petit peu. Voilà, donc il y a littéralement toujours en ga, même invisible. Oui, il y a absolument toujours en ga, même invisible. Souvent, il sera invisible, mais il est toujours là, puisque le cœur de toutes les phrases japonaises, c'est vraiment A fait B ou A et B, et A est absolument toujours marqué par ga. Parfois, il est invisible, et quand ga est invisible, A l'est également. Ça marche ensemble. La particule et le nom auquel elle est attachée marchent toujours ensemble en japonais. On va passer à la suite, j'espère que ça vous plaît les amis, j'adore parler de ça en tout cas. Tableau des canards, est-ce que vous le connaissez? Ce fameux tableau, j'ai repassé peut-être en plein écran. Ce fameux tableau qui, parfois on peut croire qu'il sert juste à apprendre le japonais, histoire d'apprendre vos syllabaires, mais en fait il est beaucoup plus important que ça. Donc c'est un tableau, du coup, vous avez évidemment des colonnes, A, I, U et O, voilà les fameuses, mais vous avez également des lignes, et c'est super important parce que c'est un tableau qu'on va beaucoup utiliser en fait pour se déplacer dedans par colonne et par ligne. Je vous ai grisé là parce qu'en fait vous pouvez voir que wa, o et n, c'est des particules qu'on a des kanas, des sons qu'on a un petit peu calés là parce qu'il fallait les mettre quelque part dans le tableau, mais ils sont pas reliés aux autres. Par exemple, vous pouvez très clairement faire le lien entre e, et on peut voir là si on mettrait une lettre, alors j'aime pas forcément mettre des lettres, mais ça serait k, tu vois, donc a, k, i, ki, voilà, donc u, là c'est la colonne des s, donc u, etc. Je pense que la plupart le connaissent. Maintenant, on va voir qu'il y a des pépites cachées dans ce tableau. Vraiment des choses à maîtriser qui vont faciliter énormément votre japonais. Première chose, c'est de savoir que tous les verbes japonais sont forcément dans cette ligne-là. Alors je vous ai grisé le yu parce qu'il n'y a pas de verbe qui finit en yu, et le o parce que le o, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, il était là plus pour remplir qu'autre chose. Tous les verbes en japonais sont construits d'une première partie sur lesquelles on attache, voilà, un des kanas de cette ligne-là. Petit fun fact si vous voulez, shinu, mourir, est le seul verbe qui termine par nu. Voilà, c'est pas très utile de le savoir, mais c'est cool. Et très souvent, les verbes, sont en fait composés de kanji suivis de ce qu'on appelle okoligana. Donc les okoligana, voilà, par exemple la gu étant okoligana, puisque on a notre kanji qui se mit oyo, et ensemble ça donne oyogu, qui veut dire nager. C'est pas très important si vous les connaissez pas en soi. Voilà, je voulais aussi vous montrer par exemple un verbe ultra commun comme ce-le. C'est vrai qu'on va l'écrire en hiragana, mais il y a bien un kanji qui est associé. C'est le cas de la plupart des verbes, sachant que certains verbes importés de l'étranger sont en fait des katakana sur lesquels on attache pareil souvent en le. Je pense par exemple à sabole, qui veut dire sécher les cours, et qui vient du français, sabotage. Voilà, donc ils ont emporté le mot sabotage, ils ont gardé sabot qu'ils écrivent en katakana, ils ont rajouté le, donc sabole, saboter, c'est pas utilisé pour dire saboter, du coup c'est utilisé pour dire sécher les cours, ou sécher le travail, etc. Beaucoup de verbes anglais, importés de l'anglais, sont également fondés comme ceci. C'est vrai que parfois on vous enseigne juste qu'il y a verbe groupe 1, groupe 2, groupe irrégulier, ou groupe 3,
ce qui est un petit peu bête. Autant utiliser les noms japonais pour le coup, parce que les noms japonais ont du sens. Nom japonais, on a Godan, donc Go littéralement c'est 5, et Dan c'est étage. Donc 5 étages, Ichidan, Ichi c'est 1, Dan c'est étage, donc un étage, et irrégulier, donc ça veut juste dire irrégulier, ici c'est une bonne traduction. Et oui, je vous l'ai dit, petite méfiance ici, c'est vrai que parfois on les appelle également les verbes en le. C'est un petit peu dangereux d'appeler les Ichidan verbes en le, parce que même si tous les verbes Ichidan finissent en le, tous les verbes qui finissent en le ne sont pas forcément Ichidan. Donc voilà, il faut faire attention à ce point-là. Je préfère vraiment pour les groupes des verbes utiliser la dénomination japonaise. Je vais vous montrer d'où vient l'origine de ce nom. Vous allez voir, c'est une information cool à connaître et qui a genre une utilité. C'est ça qui est dingue, c'est que le nom a une utilité. C'est pour ça que je préfère les appeler comme ça que 1, 2 et irrégulier. Quelques exemples, voilà, Oyogu, Motsu, Hashire qui sont Godan. En Ichidan, on a Tabere, Okire, Ekire, et irrégulier, on en a que 2. On a Suru, faire, et Kuru, venir. Donc voilà, que 2 verbes irréguliers en japonais. Ça, c'est assez cool à ce niveau-là. La conjugaison japonaise est franchement cool, franchement simple, plus simple que ce qu'on vous fait croire. Vous allez voir, en fait, il n'y a pas énormément d'exceptions si on comprend ce qui se passe. Et si on n'apprend pas toutes les formes brutes de force, voilà, comme en forcené. Ichidan finit forcément effectivement en elu ou en ilu. Donc par exemple ici on a kilu, ça veut dire porter un habit, porter un vêtement, revêtir plutôt même un vêtement. Voilà, on entend que ça fait ilu, kilu. Ici on a okilu, donc pareil ilu. Ici on a tabelu, donc ilu. Mais on a également, je vous l'ai mis ici par exemple, hashiru, vous voyez, ça fait ilu. Donc on pourrait croire que c'est Ichidan, mais c'est Godan. Là, vous allez peut-être me dire comment je fais la différence entre les deux. Il n'y a pas besoin, dans le sens où ça va venir naturellement à force de rencontrer les mots dans un contexte familier, contexte régulier, contexte naturel, tout comme en français, instinctivement, si je vous demande le groupe, je vous dis ouais, ça c'est premier, deuxième ou troisième groupe. Genre si vous réfléchissez, vous pouvez le retrouver, mais vous n'avez pas besoin de le connaître pour utiliser la bonne forme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un des facteurs super importants également, c'est que souvent on essaye de se forcer, ah ouais ce verbe il est Ichidan, il est Godan. Je vais vous donner des astuces pour essayer de les retrouver, parce qu'il y en a de temps en temps, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est pas si important que ça, parce que comme en français, verbe 1, groupe 1, groupe 2, groupe 3, c'est marrant quand on fait des tables de conjugaison, c'est utile quand on fait des tables de conjugaison. Maintenant, dans les pratiques, savoir que mordre, c'est du troisième groupe, est-ce que ça vous change vraiment la vie? Au moment où vous devez dire il m'a mordu ou j'aime pas que tu me mordes, je sais pas. Voilà, c'est le petit point que je voulais vous dire. Pas de panique pour distinguer Godan et Ichidan. En fait, c'est avec la pratique, vous allez naturellement l'acquérir. Donc, on va revenir sur ce tableau et sur cette ligne. Je l'ai simplifié, du coup le tableau, j'ai enlevé les colonnes qui nous intéressaient pas pour garder que ce qui nous intéresse. Et ce qui est dingue avec ce tableau, c'est que ce tableau sert pour toute la conjugaison japonaise. Ce tableau sert pour toute la conjugaison japonaise. Et quand je dis toute la conjugaison japonaise, en fait, en japonais, la conjugaison, bah, il y a quoi? Il y a la forme en T et la forme en ta. Ok. Forme en T et forme en ta, je les ai mis ensemble parce que, en fait, quand vous connaissez l'une, vous connaissez l'autre. Pourquoi? Parce que la forme en T, on la forme d'une certaine manière, je vous montrerai ça tout à l'heure, et la forme en ta, c'est la même chose, sauf que au lieu de mettre T qui est ici, on met ta. Mais c'est exactement la même chose. Donc, techniquement, on pourrait dire que c'en est une seule. Ça en fait deux en une, on va dire. Parce que quand vous en connaissez une, vous en connaissez l'autre. Là, vous allez me dire, mais attends, Obi, il y a plein de trucs en conjugaison japonaise, qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a des tonnes de trucs. Ouais, il y a la forme en T, la forme en ta, il y a le reste. Genre le reste, c'est même pas vraiment de la conjugaison. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Pour ça, il faut comprendre une première chose, qui va être que le japonais, plus que de la conjugaison, repose énormément sur le concept de base plus auxiliaire. Donc auxiliaire, qui est appelé en japonais verbe aider, j'aime beaucoup ce nom, parce que c'est vraiment l'idée qu'en fait c'est un verbe qui va aider un autre verbe, et beaucoup de ce qu'on appelle conjugaison dans les manuels est en fait une déclinaison suivie d'un auxiliaire. Et ça va être super puissant, parce que vous allez voir qu'en fait c'est pas si simple et qu'il n'y a pas 36 000 formes à retenir en vrai. Première chose à savoir dans ce tableau, c'est que voilà, vous pouvez par exemple monter d'une ligne et passer voilà, de la ligne des U à la ligne des I pour obtenir ce qu'on appelle la Lenyo OK. Donc j'en reparlerai de cette forme parce qu'elle est super intéressante. J'ai une partie dédiée dessus. Et pour passer un verbe, voilà, donc ici c'est le verbe à la forme du dictionnaire, le verbe neutre, et en fait toutes ces lignes correspondent à différentes bases qu'il peut prendre. La première base, c'est ce qu'on appelle la lenyoke, ou pour simplifier, on pourrait dire la tige en i, ou la base en i. Pourquoi? Parce qu'on se place dans la colonne, voilà, du kana i. Et du coup, hachile, vous voyez que le, si je regarde dans mon tableau, il est là, et ben je remonte, ça nous donne li, et du coup ça donne hachili. Et ce hachili, pourquoi il est super pratique? Parce que c'est à lui que vous pouvez attacher mas. Comme ça que vous dites hachili mas.
je cours, qui est la forme polie de hashiru. Mais c'est également comme ça que vous dites hashiritai, vouloir courir. Hashiriso, sembler courir. Ensuite, on a la seule exception de tout le système. Il y a une seule exception dans tout le système. C'est que quand on veut passer à la base en A, alors je vais pas vous donner les noms japonais des autres bases parce que déjà je les connais pas pour être honnête, et de deux c'est pas forcément ultra utile, donc je vais l'appeler la base en A. La seule exception c'est que le E va se transformer non pas en A, mais en wa. La raison c'est prononciation, parce que par exemple si on prend le verbe dire, iu, et ben si vous devez dire ia, 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 c'est un petit peu dur à dire, alors que iwa, voilà, c'est beaucoup plus naturel. La seule exception de tout le tableau, c'est que U, à la base en wa, à la tige en A, c'est remplacé non pas par un A, mais par un wa. Et comme ça, HLU par exemple, HLU, et bah ça devient, hop, on remonte ici, Hashila, et là vous pouvez connecter, oh, Hashilanai, la conjugaison négative. Hashilanai. Ashilalele, Ashilasele. Je sais pas si vous les avez déjà vus qui sont du coup d'autres formes. Ensuite, si on baisse ici, voilà, on a Ashile. Donc là, le passe allez, Ashile, Ashilele. Pouvoir courir, qui est le potentiel. Et ici, on a le O qui sert à créer ce qu'on appelle le volitif, qui sert à exprimer la volonté en japonais. Donc voilà, vous passez de Ashile. Alors lui il en a qu'un seul, c'est simple, Hashiro, vous rajoutez en U comme ça et ça donne Hashiro Kurun, donc qui exprime la volonté. Et vous voyez, là il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5. 5 étages. C'est pour ça qu'on appelle ces verbes les godan, c'est parce qu'ils ont 5 étages, ils ont 5 bases différentes sur lesquelles on peut attacher toute une tonne d'auxiliaires pour les conjuguer. En fait, on les conjugue pas vraiment. En fait, on leur ajoute juste des auxiliaires, on leur ajoute des précisions. Voilà. Et pourquoi, du coup, on appelle Ichidan Ichidan? C'est parce que Ichidan, c'est simple, ils ont qu'une base. C'est la base en le. Et vous pouvez l'enlever. Et quand vous l'enlevez, vous pouvez connecter toutes les autres formes. Donc, tabemas, tabetai, tabeso, tabenai, tabelalele, tabesosele, tabelalele. Ouais, il y en a deux, parce qu'effectivement, le passif, comme le potentiel, s'exprime avec le lalele pour les Ichidan. C'est des synonymes. En vrai, dans la pratique, comme j'en parlais plus tôt, on les confond rarement dans la vraie vie, vu que le contexte rend généralement assez clair lequel des deux est utilisé. Mais c'est effectivement des synonymes. Et tabeyo, pour dire mangeons. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle Ichidan. C'est les plus simples. D'ailleurs, je viens de réaliser que c'est le même dan que dans les arts martiaux. Oui, c'est le même dan pour dire... je sais pas comment... Bah, on dit dan aussi en français. Je veux dire, je sais pas comment on dit en français. Oui, c'est le même dan que dans les arts martiaux, effectivement. Mon Shirai, merci beaucoup. C'est trop bien de voir ça avec le tableau, ça paraît tout simple d'un coup. Ouais, c'est pour ça que le tableau est super important, non pas juste pour apprendre finalement les kanas, mais parce que tout le japonais est basé sur ce tableau, et c'est pour ça que j'essaye de dire aux gens de se débarrasser le plus tôt possible des romaji. Les romaji, ça a plein de défauts, et l'un des principaux c'est ça, c'est que tant que vous êtes en romaji, vous pouvez pas voir à quel point c'est simple et évident la conjugaison japonaise. Donc ils pensent avoir fait le tour de ce tableau. Et ouais, beaucoup de choses à faire dans ce tableau. Merci pour la découverte. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le commentaire. Merci d'être là avec nous ce soir. On va parler du coup de la Lenyoke. On a encore quelques notions à voir quand même ce soir. J'espère que vous n'avez pas la tête qui brûle trop. Moi ça va. Je vais enlever la webcam, on va repasser sur l'écran. Donc la Lenyoke, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Qui était du coup, en fait ça je vous ai mis tous les noms différents que vous pouvez avoir, que les différentes personnes appellent, que ce soit dans la littérature, dans les manuels ou sur YouTube, etc. Donc forme conjonctive, base en i, forme suspensive, forme en masse sans le masse. Alors celle-ci elle me fait beaucoup rire. Forme en masse sans le masse. Elle est très drôle, pardon. Verbe stem, ça c'est les termes anglais, plus verbe stem, istem, masse stem. Donc on a encore ce masse stem qui revient. Alors pour être honnête, je ricane un petit peu sur forme en masse sans le masse, mais il faut savoir que les japonais eux-mêmes utilisent très souvent cette expression, ce qui est un peu ridicule, mais ça vient pas de nulle part non plus. Et c'est du fait que beaucoup d'apprenants du japonais commencent par voir la forme polie avant de voir les autres formes. Mais si je vous revois au tableau, on a vu que c'est un petit peu ridicule d'appeler ça la forme en masse sans le masse, puisque la forme en masse sans le masse, c'est juste, voilà, cette forme-là, et on n'est pas obligé d'attacher les masses, on peut attacher plein de choses. Voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu drôle, c'est genre déconstruire, mais déconstruire quelque chose qui
fallait pas construire avant, bref. Tous ces noms, voilà, ça renvoie à la même chose, je vais l'appeler l'agnoké. En vrai, j'aime bien l'appeler sinon la base en i ou la tige en i, généralement ça parle assez bien de ce que c'est. Le nom, en vrai, n'a pas tellement d'importance. Ce qui va surtout être important, c'est de savoir ce que c'est et de savoir ce que ça fait, parce que c'est une forme utilisée absolument tout le temps en japonais. Mais vraiment, vraiment, vraiment tout le temps, parce qu'elle a plusieurs rôles différents qui sont très utilisés. Le premier, son principal, ça va être de former des noms à partir de verbes. Donc tout à l'heure, on a vu comment former des noms à partir d'adjectifs. Là, on a comment former des noms à partir de verbes. Donc c'est un phénomène qu'on appelle en linguistique la substantivation ou la nominalisation, d'où les noms de cette forme. Voilà, ça vient de là. Vous n'avez pas à vous en rappeler. Par exemple, negae, c'est un verbe qui veut dire souhaiter. Negai, c'est un nom qui veut dire souhait. On a omoi, on a ski, tout ça c'est des noms, j'y reviens tout à l'heure. Donc voilà, tout ça ici, ce sont des noms. Grammaticalement, ce sont des noms, ce sont pas des verbes, ce sont des noms, ils marchent comme des noms. Ensuite, la deuxième chose que ça permet de faire, c'est de permettre la connexion. Ça permet de connecter deux propositions, à l'image de la forme en T pour ceux qui connaissent déjà la forme en T. C'est utilisé plus dans un style littéraire à ce moment-là, vous le rencontrerez tout le temps dans la lecture notamment de nouvelles, ce genre de choses. Également dans la lecture un petit peu formelle de news, etc. Et également dans les médias qui sont inspirés directement de ça. Par exemple, les médias inspirés directement de romans, ce genre de choses. C'est une forme extrêmement utilisée plutôt que la forme en T, dans le sens où elle fait un petit peu plus formelle, un petit peu plus poétique, un petit peu plus classe quoi, que la forme en T. Donc elle sert à ça, à connecter deux propositions entre elles. Elle sert également à composer des verbes. Alors je vais vous montrer des exemples. Ça, deux propositions, je vous montre pas d'exemple parce que c'est un petit peu plus complexe. C'est dans les phrases où on a plusieurs parties qui s'enchaînent, ça sert un petit peu des fondations. Mais si vous êtes déjà avancé, si vous avez déjà vu des phrases composées, remarquez parfois où est-ce que vous avez cette forme. Et si vous dites c'est un peu bizarre, c'est juste avant une virgule ou un truc comme ça, très souvent c'est en fait parce que ça sert à connecter à la proposition qui suit. Deux verbes, ça sert à former les verbes composés à partir de cette forme-là, et ça sert également à ajouter les suffixes, comme on a vu avec le tableau, simplement le tableau des canas. Voilà, par exemple, si vous voulez ajouter masse, vous l'ajoutez à cette forme-là, taille, c'est pareil, saut, c'est pareil, c'est à cette forme-là qu'on l'ajoute. Comment on passe de verbe à un nom? On passe du coup à cette tige en i, comme je disais, donc la ligne ok. C'est comme ça qu'on passe de hanase, parler, à hanashi, qui est du coup une histoire, qui est du coup le nom pour, alors, hanase, raconter une histoire. Hanashi, du coup, ça serait un récit, qui sont plus proches, donc une histoire. Et c'est marrant à noter que avec le temps, c'est vrai que maintenant, Hanashi, on l'écrit juste en kanji. Alors ça s'écrit, si j'ouvre Yomi-chan, je pense qu'il arrive à me le lire comme ça, parce que ça peut s'écrire comme ça. Voilà, il me le lit, vous voyez, une conversation, une histoire. Mais effectivement, c'est pas comme ça qu'on l'écrit actuellement. Donc voilà, je voulais juste vous dire qu'effectivement, maintenant, on l'écrit juste avec le kanji, mais que c'est marrant de voir d'où ça vient. De voir que ça vient de là. Je répare mes bêtises. J'ai appuyé sur échappe pour quitter Yomi-chan, ça a quitté la présentation. Homo qui est pensée. Homoi qui est une pensée. Tsuku qui est le verbe aimer. Et oui, il y a un verbe en japonais pour dire aimer. Alors il n'est pas très utilisé, mais il existe. Et vous pouvez le faire placer dans le tableau. Mais par exemple dire skimas, ça fait très bizarre. Mais il y a des situations, et notamment des temps auxquels il est utilisé, notamment au passif. Il est pas mal utilisé au passif. Alors pas mal, c'est relatif, mais il est utilisé au passif. Mais voilà, c'est un verbe qui nous donne un nom. Et ce nom, c'est ski. Donc ski, c'est bel et bien un nom, comme on l'a vu en début de masterclass. Qui est obtenu, voilà, avec cette ligne ok. Globalement, parce que on va peut-être me poser la question, est-ce que ça marche avec tous les verbes? Alors globalement, oui, maintenant il y a pareil, l'usage fait qu'il y a des verbes avec lesquels ça se fait beaucoup, des verbes avec lesquels ça se fait pas, mais en théorie, oui, c'est possible avec tous les verbes. Donc oui, la forme, la ligne ok, avec la forme en ichidan, on l'a vu tout à l'heure, on supprime juste le final, qu'on passe de milu à mi, et de tabelu à tabe. Donc c'est intéressant, par exemple ici on voit milu, bah mi, en soi, ça compte. En soi, ça c'est la ligne ok. Voilà. Et pour les godan, comme on a vu, on monte juste dans la colonne. Ça, en vrai, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai remis là, mais on va dire que c'est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, je vais vous montrer des exemples que vous connaissez très certainement, des mots que vous connaissez peut-être, probablement. Donc, kilu, qui est revêtir en vêtement. Et bah, la ligne ok, du coup, donc c'est un verbe ichidan, la ligne ok, c'est ki. Et on peut utiliser ce ki pour le connecter par exemple à un nom. Mono, littéralement, c'est-à-dire une chose. Kimono. Ça vous dit rien, kimono?
Ouais, en kimono. Bah, c'est en kimono. En français, on dit en kimono. C'est un vêtement traditionnel japonais. Ça s'est calmé. Je vois que mon pointeur, il fait un peu n'importe quoi. Kigaele. Kigaele, ça veut dire littéralement, donc ki, c'est notre ligne, ok, ici. Et ici, alors ça peut se lire soit Kigaele, soit Kikaele. Les deux lectures sont admises. Kaele, est-ce que vous connaissez? Ça veut dire changer. Ça veut dire changer. Et du coup, Kikaele, ça veut dire changer de vêtements, changer ce que l'on porte. C'est se changer. On dirait se changer. Kigaele, changer de vêtements. Donc voilà, ici on a connecté du coup à un nom. Ici on a connecté un autre verbe pour former des verbes composés. Et effectivement ici on a juste kimas pour dire porter, voilà, à la forme polie. Ashilu, pardon, qui est du coup Godan, qui devient Ashili à la ligne ok. Ashili en soi ça veut dire une course, courir, en running. En français on utilise le mot anglais, c'est marrant, on dit en running. En running, Ashili. Ashili Dasu, on connecte Ashili à Dasu, Dasu qui est sortir. Ashili Dasu, c'est sortir en courant, donc c'est commencer à courir. Commencer à courir. Ashili Tai, vouloir courir. Voilà. Tout ça c'est possible avec Sanlen Yoke. C'est pour ça qu'elle est super importante à maîtriser et à comprendre. C'est vraiment une des bases de énormément de mots en japonais, vu que ça va être la base des noms, enfin de beaucoup de noms, ça va être la base de beaucoup de verbes composés, et ça va être la base, voilà, des formes ultra communes, comme la forme en masse ou la forme en taille, ce genre de choses. Je vais lire vos commentaires. Possible de remontrer le tableau? Ouais, c'est possible. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux avec tous les onglets. Ce tableau-là, peut-être, c'est ça que tu voulais? Comme ça, je vais le laisser le temps que je réponde à la question. La base de la conjugaison est simple, mais il y a des conjugaisons un peu compliquées, comme nakeleba ikemasen. Ça demande une gymnastique du cerveau. Effectivement, on va en parler un petit peu tout à l'heure plus en détail avec les auxiliaires. C'est vrai qu'au début, pour le coup, ça demande un peu de la gymnastique du cerveau, mais c'est beaucoup moins compliqué que on veut te faire croire. En fait, c'est pas une forme particulière. Nakeleba nalimasen, on va le voir tout à l'heure. En fait, ouais, c'est un petit peu particulier. Effectivement, bon, ça, je te le concède. Mais en vrai, une fois qu'on connaît, ça va. Y a pas tout qui est facile non plus. La difficulté est de s'en souvenir. Bien sûr, c'est vrai que là, je vous balance beaucoup d'informations. Je sais très bien que ça va pas être la pilule magique qui va faire que d'un coup tout va bien. C'est beaucoup d'informations. Après, il va falloir réussir à s'en rappeler en contexte, à les réaliser en contexte. Mais le truc, c'est que tant qu'on vous les dit pas, de toute manière, c'est très dur de réaliser par soi-même. C'est possible avec énormément d'expérience et de pratique. Mais voilà, autant avoir, on va dire, ça qui sert un petit peu de déclencheur. Le but de la masterclass, c'est plus d'être en déclencheur pour observer tous ces phénomènes, que ça soit dans vos cours, mais surtout dans le japonais que vous allez expérimenter par la suite. Réfléchissez à tout ça et voyez à quel point ça fait sens, et j'espère en tout cas que ça vous débloquera vraiment. Bien sûr c'est pas magique, bien sûr il faut utiliser ça pour le travailler. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est une fois qu'il y aura le replay, quand vous rencontrez sur des éléments qui vous posent un peu souci, genre vous dites ah oui c'est vrai ça, il n'y a pas de gars, mais le gars on a vu 0 gars dans la masterclass, bah, vous revenez voir la masterclass, j'aurais mis les indicateurs temporels, vous pourrez regarder juste la partie sur ce pronom, et avec le contexte ça aidera à vous en souvenir, comme tu le dis, et ensuite à l'internaliser et à l'avoir au niveau de l'instinct. Évidemment, ici c'est énormément de théorie. En pratique, à force, avec l'expérience, ça devient instinctif. J'aime bien utiliser l'image du boxeur. Un boxeur, quand il s'entraîne à frapper, il commence par les coups précis. Pas de vitesse, précis, la technique. Petit à petit, vitesse. Et c'est à force en fait d'avoir fait tous ces exercices de précision qu'il peut accélérer, et au final ça devient instinctif. Au final, quand il donne un coup, le boxeur, il réfléchit plus. Et c'est parce qu'il a pu faire tout ce travail. Ici, on est vraiment dans la phase préparation, tout petit coup, afin de pouvoir taper très vite et de comprendre à la volée sans avoir à faire tout ce travail. Tout ce travail, il sert à préparer l'acquisition du japonais. Donc c'était un très bon point évoqué. Je repasse sur l'écran pour ceux qui veulent voir le tableau pendant que je lis le reste. Ouais, faire la déconstruction à l'oral, c'est vrai que, en fait, à l'image de ce que je te disais, la déconstruction à l'oral, en fait, c'est pour ça que tu veux vraiment séparer, quand tu fais de l'immersion, entre passif et entre actif free flow et actif intensif. Parce qu'en intensif, tu as le temps de mettre sur pause et de faire tout ça. C'est quelque chose que tu fais au début, c'est quelque chose qui n'est pas possible effectivement à vitesse naturelle du japonais. C'est pour ça qu'on fait de l'immersion intensive en tant qu'étudiant. C'est pour ça qu'on étudie chaque phrase déconstruite une à une, c'est pour pouvoir voilà, faire ce travail, comme tu dis, de déconstruire les verbes et faire le travail inverse de déconstruction. C'est super intéressant, et ensuite, à force, ton instinct apprendra à le faire à vitesse réelle. Il faut certainement le faire énormément avant que ça devienne intuitif. Ouais, en vrai, il faut le faire pas mal. En vrai, il faut le faire pas mal, mais ça sera toujours plus rapide de faire beaucoup une fois que tu sais ça, que de juste pas savoir et essayer d'imaginer. Mais oui, évidemment, apprendre le japonais, je pense que vous le savez, si vous êtes là, ça demande beaucoup d'efforts, c'est vrai.
c'est quelque chose de très noble, qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps et d'énergie. À l'écoute, j'ai encore du mal à reconnaître les conjugaisons. Ouais, c'est normal, c'est un phénomène qui arrive. Kimono, c'est littéralement un truc à porter. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est que kimono, c'est pour le coup littéralement juste une chose que tu portes, et c'est pour ça qu'ils disent yofuku, pour dire les vêtements qui viennent de l'Ouest. Donc les vêtements genre occidentaux, voilà. Donc kimono, non, maintenant on a l'image des kimonos, les vêtements traditionnels, mais littéralement c'est juste une chose que tu portes, et c'est pour ça que ça peut qualifier également en vêtements de manière générale, et que les différents types de kimonos ont également leur nom. Je pense notamment au yukata, qui est très certainement le plus connu, puisque c'est le petit kimono léger que tu portes en été. Mais voilà, effectivement, kimono, c'est juste une chose que l'on porte. On va enchaîner. Ah bah tiens, on enchaîne sur la petite promo. Très rapidement, je vous rassure, ça sera pas long. Pour ceux qui veulent des cours, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez réserver. Alors il y a marqué 1 heure. Si on n'a jamais pris de cours ensemble, alors si vous êtes déjà mon élève, vous savez comment ça se passe. Si vous n'avez jamais pris de cours avec moi, le premier appel, c'est pas 1 heure, c'est généralement grosso modo une demi-heure, c'est gratuit, c'est sans engagement, où on parle en fait de vous, de votre cas, de ce que vous faites, et on peut parler de méthodologie, bah, notamment un petit peu tout ce qu'on voit là, mais également tout ce qui est basé sur l'immersion. Je pense que beaucoup des gens qui sont là connaissent l'immersion, du moins de loin, puisque j'en parle vraiment pas mal. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent de TikTok, peut-être que sur TikTok vous savez moins, je vous invite à fouiller un petit peu ma chaîne YouTube pour tout ce qui est immersion, il y a vraiment beaucoup de ressources disponibles là-bas. Et voilà, ensuite on fait des exercices ciblés, également une immersion guidée. Je vous ai mis le tarif qui est au moment de la masterclass, alors je ne promets pas que ça n'augmentera pas. Si vous regardez la masterclass dans 6 mois, le replay dans 6 mois, vous pouvez me demander le tarif, hein, c'est pas secret. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, ça c'est le tarif en ce moment. Premier bilan gratuit, sans engagement. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse des phrases en premier temps, généralement. Alors ça dépend vraiment de vous, de vos objectifs, etc. Généralement, j'essaye de comprendre déjà votre niveau. Ensuite, j'essaye de trouver, donc ça c'est l'extrait d'un cours en plus de Hiero qui est dans le chat ici avec nous. Je vais essayer de repérer des formes, par exemple, sur lesquelles vous galérez, pour qu'on puisse les travailler ensemble. Par exemple, je savais que Hiero n'avait pas vu la forme Yoni, donc on a fait une petite session sur Yoni, où voilà, on voit différentes formes que c'est utilisé. Je vous explique ce que c'est, parce que c'est vrai que Yoni, en plus, c'est un concept extrêmement japonais, avec effectivement, en fait, Yo qui est en nom, qui veut dire, voilà, la forme, l'essence de quelque chose, et ni qui est la particule qui indique la cible. Du coup, on cible l'essence de quelque chose, et c'est une expression qui est utilisée pour plusieurs choses. Déjà pour faire des vœux, qu'on en a parlé un petit peu en début de masterclass, c'est ça qui est drôle, et vous pouvez l'utiliser effectivement après le mas, parce que c'est devenu une expression. Shiawase de animation ni, c'est faites en sorte que vous le devenez heureux. Faites en sorte que vous devenez l'essence de devenir heureux. Donc c'est très japonais. Là je vais vite parce que voilà, on fait pas le cours sur cette forme aujourd'hui. Après, l'expression très commune, Itsumo no Yoni, qui veut dire comme toujours. Donc voilà, je fais différents usages de la forme, on en parle, je demande ce qu'il comprend, etc. évidemment. Et puis en deuxième partie de cours, on va plus faire tout ce qui est immersion guidée sur ma chaîne. Il y a des immersions guidées gratuites déjà pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Là, l'avantage, c'est que au moins, comme l'élève est directement avec moi, je comprends directement ce qu'il comprend, ce qu'il comprend pas. On perd pas de temps sur les choses qu'il connaît déjà, et on s'attarde sur les choses avec lesquelles il a du mal. Et vous pouvez voir que ici, dans cet animé, eh ben, on a notre forme en Yoni qui réapparaît, et du coup qui renforce le contexte de tout ce qu'on a appris avant. Si ce genre de cours vous intéresse, si les cours de japonais de manière générale avec moi vous intéressent, vous avez le lien dans la description. Et puis voilà, vous pouvez réserver comme ça, le premier appel est gratuit pour faire le bilan sans engagement. Et puis ensuite on pourra prendre des cours. Les cours ça se passe en principe sur Discord si vous avez, sinon sur Google, Meet ou un truc comme ça. Ça marche aussi. Donc le bilan on peut le faire au téléphone si vous préférez. Voilà, voilà pour les cours. Ensuite on va parler de la forme en masse. La forme en masse, je voulais juste en parler rapidement parce que c'est vrai que souvent on la présente comme la forme de base, alors que la forme de base des verbes c'est vraiment la forme neutre comme on a pu le voir tout à l'heure. Et en fait il faut arrêter de croire que la forme de base des verbes c'est masse, parce qu'en fait ça vous oblige à faire une gymnastique supplémentaire. Tout à l'heure dans le chat j'ai vu des gens qui disaient justement que c'était compliqué de faire la gymnastique. Bah il faut savoir que la plupart des gens, peut-être que c'est votre cas, font la gymnastique Ali mas, j'enlève le mas, Ali, je rajoute des trucs, machin. Donc il se rajoute une étape en plus qui est pas nécessaire. Mas est juste un auxiliaire en japonais, c'est un verbe. Alors mas est un verbe en japonais, je vous concède qu'il est particulier. C'est juste un verbe en japonais qui a pour seule valeur d'être décoratif. Il n'a pas de fonction, si vous voulez, grammaticale, il sert juste à décoratif. C'est la version embellie des verbes. Mas sert juste à embellir les verbes. Effectivement, il est particulier parce que si vous retournez vers le tableau pour essayer de le conjuguer, non, la forme en T, je vous en parle juste après, je crois.
La forme en T, je vous en parle juste après. Au passé, il se conjugue pareil, donc c'est mashta, qui est comme tous les verbes en se. Mais effectivement, la forme négative, c'est masen. Négatif passé, c'est masen deshta. Au volitif, c'est macho. Donc voilà, il est quand même particulier. Je vous concède qu'il est particulier, mais il n'est pas aussi important que ce que les débutants pensent. Et voilà, je voulais juste remettre mas à sa place. Mas est un verbe, c'est un auxiliaire purement décoratif. Il n'apporte pas de valeur autre que la politesse à la phrase. Effectivement, il est un petit peu différent, mais voilà, c'est pas la forme de base des verbes. Je voulais juste passer sur ce petit point parce que c'est vrai que ça cause beaucoup de soucis aux débutants. Ensuite, on va parler un petit peu de la forme en T et de la forme en ta. L'inverse d'après la diapo, de la forme en ta et de la forme en T, qui sont les deux vraies conjugaisons en japonais. Ça, c'est de la conjugaison. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, on galère souvent un petit peu à se rappeler des règles. Et en soi, je voulais vous dire encore une fois que c'est pas tellement dramatique dans le sens où, en fait, vous allez beau faire autant d'exercices que vous voulez avec ces tableaux, vous allez toujours galérer le temps que ça devienne instinctif, dans le sens où, comme en français, en fait, on réfléchit pas à notre tableau. Tu sais, quand je dis il est, je dis pas c'est, attends, c'est quoi, c'est je suis. Vous voyez, j'ai dû réfléchir. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, vous voyez, je galère, alors que quand je parle, je sais que nous, je dis nous sommes directement. Et bah là, ça va être pareil, la forme en T et la forme en ta, à force de pratique, ça viendra instinctivement. Je vais quand même vous donner des astuces qui peuvent vous aider un petit peu à accélérer le processus. Malheureusement, il n'y a pas de magie qui se passe, c'est des formes qui viendront à force de pratique et de pratique. Ce que je voulais dire, c'est voilà, une fois que vous les avez vues, que vous voyez comment ça marche, c'est assez important de passer à autre chose, même si vous ne les maîtrisez pas. C'est normal de ne pas les maîtriser tant que vous n'avez pas fait beaucoup de japonais, donc beaucoup d'immersion, beaucoup d'analyse de phrases en profondeur, comme on parlait tout à l'heure, c'est normal. Ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. N'attendez pas de maîtriser la forme en T et en ta avant de passer à la suite. Il suffit de les avoir vus pour passer à la suite. Ça suffit largement. Sachant que vous pouvez revenir dessus quand vous tombez dessus en immersion, évidemment. Vous pouvez, c'est ça, le japonais, en fait, c'est vraiment beaucoup de notions à voir une fois et ensuite à revoir avec du contexte. En vrai, la forme en T et en ta pour les verbes ichidan, c'est super simple, vu que les verbes ichidan, c'est toujours la même chose, on supprime le final, on connecte le T, et du coup ça donne mité ou mita. C'est pour ça qu'en fait, vous connaissez la forme en T ou en ta, vous connaissez l'autre, parce que voilà, c'est tout simplement la même chose, le même procédé, c'est juste qu'on remplace en T par en ta. Le but de la masterclass, c'est pas de vous dire qu'est-ce que fait la forme en T ou qu'est-ce que fait la forme en ta. Je pense que la plupart de vous voit déjà plus ou moins ce que ça fait. Là, ça va être vraiment des petites astuces pour s'en rappeler. Une astuce que moi j'aime bien, qui vient de Kurdoli Sensei, la retraite Kurdoli Sensei, c'est de séparer les verbes comme ceci. On a le premier, on a utsuru. Utsuru en japonais, ça veut dire transmettre, genre un virus qui se transmet. Et utsuru, c'est important, c'est intéressant en fait de s'en rappeler comme ça parce que vous mettez le tsu au milieu et c'est le seul où vous avez un petit tsu dans la construction de la forme en T. Alors c'est le petit tsu du temps de pause, donc vous n'allez pas le prononcer. Vous allez dire T, T. Voilà, marquer une pause avant de dire T. Donc voilà, les godan qui finissent en utsuru prennent ce T. Ensuite, on a une deuxième famille qui vont être les nu, bu, me, que moi j'aime bien appeler qui vous prennent le nez. C'est tous les sons qui vous prennent le nez, à part le gu qui peut prendre un petit peu le nez, effectivement, qui est un petit peu différent, mais ça tombe bien parce que gu, il est avec sa sœur, le Q, et du coup, il n'y a pas de souci. Et du coup, ne, be, me, ils prennent le nez, et ça tombe bien parce que ça donne nde. Ça prend le nez aussi, nde. Voilà. Ensuite, on a Q et gu qui sont, frères et sœurs, ou sœurs et frères, comme vous voulez, ou sœurs et frères, bref, qui deviennent it pour Q, et bah là, on a le denden, du coup, le T. On récupère le denden également ici, ça tombe bien, ça devient id. Et enfin, on a ce qui, lui, se transforme en shite. Généralement, ça pose pas trop de soucis vu que c'est l'un des plus fréquents. Voilà, ça, c'est les petites règles pour aider à vous en rappeler. Après, comme je vous ai dit, c'est pas dramatique si vous ne maîtrisez pas tout de suite. Ça viendra avec le temps. Exception, ok. Alors, j'ai ma diapo qui déraille un petit peu. J'espère que ça vous dérange pas trop. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle supporte mal la longueur, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Merci les amis d'être toujours là, hein, ça fait plaisir. Exception, on a nos deux verbes irréguliers, on a que le qui devient quitter, on a ce le qui devient chiter, et on a iku qui normalement n'est pas un verbe irrégulier, mais qui ne devient pas iit. Ça devrait devenir, si vous mettez la slide avant, on est ici que ça devrait devenir iit, mais ça ne devient pas it, ça devient it. Voilà, c'est la seule exception. Il n'est pas irrégulier, mais il est dans les exceptions. Voilà, donc 3 exceptions pour toutes les formes. Ça va, c'est gérable, c'est pas du français. Voilà, c'était ma petite partie sur la forme en T. Je vais pareil relire un petit peu le chat en attendant. Avant qu'on parle des auxiliaires, je vous rassure, il n'y a pas 36 000 trucs encore à voir. On a des choses quand même importantes, les auxiliaires, je pense que c'est un des les plus intéressants. Même avec un niveau N5, il est possible de progresser en allant régulièrement au Japon, où je risque d'être perdu lors d'un échange avec des natifs. De progresser en allant au Japon, oui, carrément. En
Est-ce que tu risques d'être perdu? Ça dépend, en fait, si c'est des natifs qui s'adaptent à ton niveau, ils vont parler très simplement. Après, en niveau N5, c'est vraiment, pour moi, c'est l'initiation. C'est archi débutant. C'est vraiment un niveau qui est plus pour donner la flamme aux apprenants. C'est super cool, mais c'est vraiment plus pour donner la flamme. C'est vraiment un niveau archi basique. Du coup, évidemment que tu peux progresser par-dessus. Ta marge de progression par-dessus est énorme. Aller au Japon est une super opportunité pour ça. Maintenant, faut pas espérer avoir des conversations préconstruites avec un niveau N5 malheureusement. Et si les natifs parlent vite, surtout si t'as jamais fait d'immersion, tu risques de pas comprendre grand-chose. Quelles sont tes plages horaires pour les cours? De tête, je les ai plus, mais globalement, j'ai tout toute la journée, sachant qu'en fait, tu vois en fait directement l'application est synchronisé à mon calendrier. Donc en fait, ça dépend vraiment des jours. Tu vois, il y a des jours où j'ai des obligations, il y a des jours où j'ai déjà des cours de prix. Du coup, c'est bloqué, mais globalement, j'essaie quand même d'être disponible le matin, la journée. Après, la journée, en principe, il n'y a pas grand monde puisque les gens généralement travaillent. Et je suis également disponible le soir jusqu'à 22-23 heures, je crois. Voilà. Et les week-ends pour ceux qui préfèrent. Voilà. Tu peux voir de toute manière, tu cliques sur le lien, tu as toutes les disponibilités. Tu peux réserver jusqu'à un mois en avance. Après, au-delà d'un mois, évidemment. Non, mais voilà, t'as un mois à l'avance pour réserver. C'est Denden et pas Tenten. Non, c'est Tenten. J'ai dit Denden, c'est Tenten. Pardon, c'est my bad. Ce sont des consonnes qui nécessitent une vocalisation. Ouais. Ouais, mais il y a les autres aussi, je crois, non? Si je dis pas de bêtises. Alors, le test pour voir si ça nécessite de la vocalisation, c'est d'écouter vocale U. Bah, U aussi. U, ce. Bah oui, en fait, dès qu'il y a des voyelles, ça nécessite la vocalisation. Mais nécessite le nez, ça nécessite de bloquer en haut. G aussi, voilà. Après, c'est peut-être juste les termes. C'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué les termes en linguistique, même moi, parfois. C'est dur à suivre. On peut rester toute la nuit. Merci, ça fait super plaisir. On va parler des auxiliaires. Donc, voilà, je voulais marquer en japonais. Alors, les noms japonais sont pas toujours géniaux, mais j'aime bien celui des auxiliaires. Voilà, ça se dit Jodooshi. Alors, dooshi, littéralement, c'est un verbe. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que do, c'est le mouvement. Et shi, ça veut dire mot, donc le mot du mouvement. Donc voilà, les verbes en japonais sont les mots du mouvement. C'est assez intéressant, même comme concept, parce que c'est très lié à cette idée de mouvement, les verbes en japonais. Et ici, vous reconnaissez peut-être le kanji, c'est le même kanji que dans tasukete, qui veut dire du coup, tasukete c'est aider quelqu'un, et du coup c'est le kanji de l'aide. Du coup, ce sont des verbes qui aident, comme on appelle ça, un verbe qui aide en français, on dit généralement en auxiliaire. C'est une notion clé en japonais, un petit peu comme on a pu le voir tout à l'heure avec le tableau des kanas. Je vous l'ai remis le tableau, je vais peut-être enlever ma webcam, est-ce qu'elle y est toujours? Ouais, je vais l'enlever pour que vous voyez bien. Parce que on va utiliser ce qu'on a vu jusqu'à présent pour connecter des auxiliaires. Alors par exemple, j'ai pris l'exemple de KE, qui est un verbe qui veut dire acheter, qui est un verbe du coup godan. Ici, je vous ai mis les trois bases qu'on utilise le plus, parce que effectivement, la base ici, on l'utilise rarement parce que c'est pour dire KO, c'est du volitif, et c'est laquelle, et ça c'est la base neutre, donc voilà, c'est la base qu'on utilise beaucoup, mais sur laquelle on n'attache pas forcément des auxiliaires, enfin on n'attache pas des auxiliaires dessus. Ça, ce sont les quatre formes auxquelles vous attacherez le plus souvent des auxiliaires. On a la forme en A, la forme en I, enfin la base en A, la base en I, la base en E, et également la forme en T. On connecte énormément d'auxiliaires, de ce que nous on appellerait auxiliaires en français, à la base en T. On va voir un petit peu tout ça plus en détail. Premier exemple, kaimas. Masseux, est un auxiliaire. De politesse, on l'a vu tout à l'heure. Kawanai. Nai, c'est un auxiliaire. Il peut être utilisé comme auxiliaire. Il se connecte à la forme, à la base en A, kawanai. C'est ce qu'on appelle du coup la négation du verbe, la forme négative. Donc kawanai, ne pas acheter. Ne pas acheter. Ce qui est intéressant, c'est que nai, c'est aussi un adjectif en i. Nai, c'est un adjectif en i. Ça veut dire ne pas exister. Ça veut dire ne pas exister. Nai. Et du coup, ce qu'on obtient quand on passe notre verbe ke à la forme négative, kawanai, on obtient certes une sorte de verbe, mais on obtient surtout un adjectif en i. On peut utiliser comme adjectif en i. Kawanai mono, les choses que l'on n'achète pas. Kawanai mono. Comme un adjectif en i, on le connecte. Et vous pouvez, voilà, adjectif en i, vous pouvez les passer à la forme en t, j'en ai pas parlé dans la forme en t. Voilà, vous remplacez le i par un que t, ça donne la forme en t. Ça sort pareil du contexte de cette masterclass, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Kawanakutemo i mono. Les choses qu'on n'a pas besoin d'acheter. Enfin, les choses où même si on... Littéralement, c'est les choses que même si on n'achète pas, c'est bien.
Donc on traduit ça en français par les choses qu'on n'a pas besoin d'acheter. Donc voilà, super intéressant, c'est que grâce aux auxiliaires, on peut modifier nos verbes. On va revenir sur cette notion avec d'autres exemples. Vous allez voir, c'est de là que naît énormément de difficultés avec le japonais. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça peut être dur, mais avoir les explications, ça facilite quand même le truc. Base en E pour KLE, pouvoir acheter. Chose intéressante, le, c'est un verbe en japonais. Si vous faites une recherche dans un dictionnaire japonais, le est un verbe. Et voilà, chose intéressante qui note, KE est bien un verbe godan, mais quand vous le passez à sa forme potentielle, KLE, ça devient un verbe ichidan. Du coup, si ensuite vous voulez le passer lui à sa forme polie, vous n'allez pas dire kaelimas, mais bien kaemas, parce que c'est le pouvoir de ce le, de cette forme potentielle, c'est de transformer peu importe le verbe auquel il est attaché, de le transformer en ichidan. Ensuite, des exemples, par exemple avec la forme ante, on va avoir katte kudasai, s'il te plaît, achète pour moi. Kudasai c'est un petit peu particulier, mais voilà, on va dire s'il te plaît, achète pour moi, ou katte shimau, qui pose beaucoup de soucis. Là, je vous ai mis pareil, je vous l'ai laissé dans la description la vidéo si vous voulez savoir les formes jae, que vous rencontrerez forcément à l'oral dès que vous plongez dans du vrai japonais, qui pose du souci. Voilà, il y a une vidéo qui vous explique tout ça dans la description. Vous pourrez aller voir après cette masterclass. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient la forme ante plus auxiliaire. Donc ça, c'est toutes les manières de former des auxiliaires. Et en fait, pourquoi je vous ai montré différents exemples, c'est également pour vous dire que le piège des auxiliaires, c'est ça. Montrer cette petite fusion. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Z, ici on a Goten, ici on a Trunks, et quand il fusionne, ça donne Gotrunks. Gotrunks, c'est une personne à part qui a des capacités qui lui sont propres, mais ce qui le caractérise, c'est qu'il récupère en fait les pouvoirs de Goten et les pouvoirs de Trunks. Il récupère les deux en fait. Et quand vous utilisez un verbe avec un auxiliaire, c'est ça qui se passe. Certes, vous obtenez un nouveau verbe, un verbe on dit par abus de langage conjugué, même si c'est pas vraiment ce qui se passe, voilà, c'est comme ça généralement que vous l'aurez dans vos manuels, un verbe entre guillemets conjugué, qui est en fait la fusion de plusieurs éléments. Là, on est resté sur des bases simples, je vais vous montrer plus tard qu'on peut fusionner plusieurs choses, donc on peut faire des fusions par-dessus des fusions, mais voilà, on fusionne deux choses, un verbe et un auxiliaire, on hérite vraiment des deux choses, on hérite des capacités des deux éléments l'on a fusionné. Un cas extrêmement courant, c'est hériter de l'adjectif en i. C'est le cas notamment de la forme en taille. La forme en taille, en fait, quand vous dites kaitai, kaitai c'est un adjectif en i. En i, pardon, pas en i, en i. Kaitai, c'est un adjectif en i. Et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo des pièges que cela engrange, parce que du coup ça peut engager quelques pièges avec la forme, je sais que beaucoup galèrent avec la forme en taille, on y revient un tout petit peu plus tard. Kaitai c'est un adjectif en i, kawanai on l'a vu tout à l'heure c'est également un adjectif en i. Ça peut également transformer vos verbes en verbes ichidan. C'est le cas voilà, de les le, c'est le, la les le. Alors la les le théoriquement il s'accroche déjà à des verbes ichidan, mais voilà, ça reste ichidan, et quand vous accrochez c'est le, les le, au le, ça transforme votre nouveau verbe, notre Gotrunks, il devient ichidan. Du coup, si vous voulez le combiner par derrière autre chose, il faudra le combiner à la manière d'un ichidan. Ça peut également transformer notre verbe en nom. Par exemple, quand vous dites kaiso, alors so, c'est un nom qui veut dire sembler. Alors, vous voyez, c'est encore un cas où on n'a pas vraiment d'équivalent direct en français. Si je joue le dictionnaire, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah non, ça va encore nous faire bugger. Je vais l'ouvrir sur ma page pour pas que ça nous fasse bugger. Sembler que, ressembler à, avoir l'apparence. Vous voyez, tout ça, c'est pas des noms en français. Mais c'est effectivement le sens que ça a. Et en japonais, c'est en nom. Et du coup, quand vous dites kaiso, sembler acheter, il semble qu'il va acheter, par exemple, en français, c'est comme ça qu'on pourrait traduire kaiso. Il semble qu'il va l'acheter, il me semble qu'il va l'acheter par exemple, et bah pour en faire une phrase grammaticalement correcte, il vous faut le da, parce que vous pouvez pas terminer une phrase avec un nom, enfin vous pouvez pas. Comme en français, à l'oral vous pouvez, mais c'est faux, grammaticalement vous êtes obligé de mettre en da, kaiso da, parce que vous avez transformé votre verbe en nom. Voilà, vous avez hérité du nom de so qui est en nom. Certes, c'est un auxiliaire, mais c'est également en nom, et du coup, kaiso devient en nom. Qui fait, voilà, je vous ai remis le tableau, qui fait que parfois, avec les auxiliaires, on peut démarrer avec quelque chose qui est A fait B et devenir A et B. Donc on a inu ga hashiru, le chien court, ou plutôt le chien va courir. Inu ga hashiriso da, il semblerait que le chien va courir. Et là vous voyez, on a changé en fait notre type de phrase, dû à ces auxiliaires. Et
moi j'aime bien voir les auxiliaires voilà, comme des Lego. Le japonais, c'est vraiment des Lego avec les auxiliaires. Par exemple, je vous ai je vous donne l'exemple de cette phrase. Kaete kureso desu ka. Est-ce que j'ai bien dit? Kaete kureso desu ka. Kaete kureso desu ka. En fait, ça veut dire... Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Sans le décomposer. Kaete kureso desu ka. On passe de KE, notre verbe, à KLE, pouvoir. Donc on a du potentiel. Pouvoir acheter. Pouvoir acheter. Qu'on passe à la forme en T pour le connecter à kurele. Kurele qui est un auxiliaire qui veut dire faire pour moi. Ou me donner. Normalement c'est me donner, mais quand c'est relié à une action, du coup c'est faire pour moi. Donc on a kaete kurele, pouvoir acheter pour moi. So, il semblerait. Kaete kurele, kaete kureso. Et ensuite on a deska qui pose la question. Donc est-ce que tu penses que tu pourrais l'acheter pour moi? Est-ce qu'il semblerait que tu pourrais l'acheter pour moi? Donc c'est des Lego. Vous les enchaîner. Alors là, j'ai fait exprès de prendre un truc un petit peu complexe pour vous montrer que voilà, y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Ça, oui, ça pose beaucoup de soucis. La plupart des choses, généralement, il y aura 2 ou 3. 3, c'est quand même très fréquent. 3, c'est très fréquent, ça peut poser un petit peu de soucis. Après, 4, 5, ça devient un petit peu plus rare. Mais voilà, c'est possible. Et c'est vraiment avec cette logique de Lego. Pour savoir l'ordre dans lequel on met les choses, je vous avouerai que j'ai pas regardé s'il y a des règles précises là-dessus. Et pour être honnête, moi ça m'a jamais posé souci. L'ordre des auxiliaires, je pense que c'est une chose que vous apprenez de manière naturelle. Je pourrais regarder s'il y en a qui veulent savoir s'il y a des règles là-dessus. Mais honnêtement, moi ça m'a jamais posé de souci l'ordre dans lequel on met les auxiliaires. Sachant que c'est toujours la même règle. C'est ce qui vient avant qui modifie ce qu'il y a après. Donc quand on arrive à notre saut, ici, il a été modifié par le collet. Le collet, il a été modifié ici par le KLE, qui est déjà la version de KE modifiée. Donc ça suit toujours cette règle, voilà, d'avancer. Je pense que cette règle, en vrai, suffit du coup à ne pas porter de confusion quant à l'ordre des mots pour cette version Lego. Ok, je vais faire une petite pause haut et commentaires avant de parler de... Je crois être la dernière notion de ce soir. Ouais, il fait quasiment 2 heures. J'hésitais en vrai à partager cette masterclass en 2 parties différentes, mais tout ça est tellement important en fait que je me suis dit allez, je vais les placer dans une seule. Au pire, il y a le replay et il y a la vitesse x2 sur YouTube. C'est Gotenks. Oui, en fait c'est Gotenks en japonais et je sais, je galère à chaque fois avec les noms français de Dragon Ball. Comment? Gotenks? À savoir, Dragon Ball, c'est marrant, je l'ai jamais vu en français, j'ai toujours vu en japonais. Et là, vous allez dire toujours vu en japonais? Oui, en fait, je l'ai vu il y a pas longtemps, Dragon Ball. Je l'ai vu genre il y a même pas un an. Voilà, c'est mon petit secret bien caché. Je connaissais un petit peu avant, mais j'avais jamais regardé vraiment activement avant, en français. So desu ne. So dane. Lingo tabetai est une erreur. On va y revenir sur ce lingo tabetai. C'est marrant parce que c'est un exemple qu'il y a dans la diapo, je te jure. C'est marrant que tu me dises ça. On va y revenir. Il faudrait utiliser ga. On va y revenir. T'as lu dans mes pensées, mais je comprends mieux le sens de la langue agglutinante. Effectivement, voilà, agglutinante, c'est un très bon mot. C'est une langue agglutinante. Ouais, j'ai utilisé le mot Lego. C'est peut-être un petit peu plus enfantin, mais langue agglutinante. Ça fait peur quand même. Ouais, ça fait peur quand il y en a beaucoup qui s'enchaînent. Ça demande de la gymnastique au début. Après, c'est comme tout, voilà. Encore tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est d'abord comprendre les choses les plus simples, comprendre déjà un verbe et un auxiliaire, puis ensuite un verbe et 2 auxiliaires, ensuite un verbe et 3 auxiliaires, etc. C'est petit à petit, effectivement. On va mettre la charrue avant les bœufs. On va parler de notion de transitif et intransitif, et c'est après ça qu'on va revenir sur le haut tabetai versus ga tabetai, puisqu'il faut d'abord comprendre cette notion de transitif et de intransitivité avant de pouvoir explorer vraiment cette notion. Je suis fan de cette masterclass, j'apprends énormément. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, transitif et intransitif. Tout le monde n'est pas d'accord si on devrait appeler les verbes japonais transitifs ou intransitifs. Toujours est-il que si on regardait des dictionnaires en fait en français ou en anglais, ça sera marqué comme ça. Du coup, moi j'ai toujours appris comme ça et déjà juste le fait de comprendre ce que ça veut dire, ça aide énormément. Transitif et intransitif, c'est la différence entre transformer et se transformer en français. Transformer, on transforme quelque chose, donc ça prend un objet, c'est transitif. Se transformer, c'est le sujet qui subit l'action, donc il prend pas d'objet. Et on se transforme, je me transforme. Alors, en français, beaucoup d'intransitivité est formée avec le se. Il y a d'autres verbes en français qui sont purement transitifs, purement intransitifs. C'est assez exceptionnel en français, c'est vraiment pas la norme, et j'ai remarqué que c'est tellement peu commun que même nous on fait souvent l'erreur. On va débuter, démarrer, commencer. Lequel est intransitif, lequel est intransitif. Alors, honnêtement, j'ai regardé avant de commencer cette masterclass, j'y mettrai plus ma main à couper. Je crois que débuter, je crois que c'est intransitif. Genre tu peux pas débuter quelque chose, mais c'est quelque chose qui débute, ou c'est l'inverse, tu vois, je sais plus. Donc en français, il y a aussi ça sur certains mots, mais c'est tellement
plus anecdotique que c'est pas forcément une notion ultra importante, du moins à ma connaissance en français. Après, j'ai jamais enseigné le français à qui que ce soit, donc je sais pas si ça se trouve c'est une notion fondamentale. Toujours est-il qu'en japonais, c'est beaucoup plus fondamental, je pense, qu'en français. Et le piège, ça va être que tout ce qui est transitif en français ne l'est pas forcément en japonais et vice-versa. Donc il y a parfois en fait des choses que l'on traduit de manière transitive qui sont en fait exprimées de manière intransitive en français. Encore une fois, je vais vous donner des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Je vous ai pas mis les furigana, je vais vous lire. Donc on a Hajimeru versus Hajimaru. Donc en fait, c'est là où en français je saurais pas vous le dire, mais en gros on a démarrer, je pense. Démarrer, non, la voiture démarre. Démarrer, c'est quelque chose qui démarre. Vous pouvez pas démarrer quelque chose. Quelque chose qui démarre. Donc c'est Hajimaru. Là où Hajimeru, c'est commencer. C'est vous qui initiez quelque chose. C'est la différence. C'est pour ça que Hajimeru, on commence quelque chose. Hajimaru, c'est quelque chose qui commence. Okusu, j'en perds mon japonais. C'est réveiller. Lever quelqu'un, réveiller quelqu'un. Okilu, c'est se réveiller. Vous pouvez pas okilu quelqu'un. C'est quelqu'un qui okilu. Mais vous okosu quelqu'un. On a gokasu. Gokasu, c'est bouger quelque chose. Goku, c'est bouger. Je bouge. En français, on dit la même chose, on dit je bouge ou je bouge quelque chose. Donc on a des verbes qui peuvent être les deux. En japonais, voilà, on a vraiment, ils sont séparés. Très souvent, ils sont séparés. Il y a quelques exceptions, effectivement, où des verbes peuvent avoir les deux, mais c'est tellement de l'ordre de l'exception que voilà, gardez en tête que généralement, c'est vraiment l'un ou l'autre. Pour le savoir, alors j'ai un peu peur, je vais retenter d'ouvrir Yomi-chan, j'espère que ça va pas faire bugger la présentation. Quand vous ouvrez Yomi-chan dessus, vous avez parmi les informations des verbes. Donc là, on peut voir, il nous dit c'est en Godan, donc ça c'est cool. Mais il nous dit également verbe transitif. VT, verbe transitif. Par contre, si je passe sur Goku, il nous dit verbe intransitif. Donc voilà, Yomi-chan vous l'indique, dans les dictionnaires, normalement ça sera indiqué. Et du coup, comme ça, vous pouvez savoir. Ça va être une différence, par exemple, entre Boken, petite dédicace à tous ceux qui sont sur le serveur Discord Boken d'ailleurs. Donc Boken, ça veut dire l'aventure. Boken o Hajimeru, c'est commencer une aventure. C'est-à-dire que je décide de faire démarrer une aventure. Boken ga Hajimaru, c'est l'aventure commence. L'aventure démarre. L'aventure démarre. C'est l'aventure qui est le sujet. Et c'est pour ça que là, on a notre ga, je vous rappelle, sujet. Boken ga Hajimaru, c'est l'aventure qui fait l'action de démarrer. Ici, je vous rappelle, on n'a pas de ga visible, mais on a un ga quelque part. Ça peut, par exemple, être Watashi ga Boken o Hajimeru, par exemple. Ou ça peut être juste en on, tu vois, quelqu'un, on fait démarrer l'aventure, tu vois, c'est pas précisé qui. Voilà. Mais il y a bien un ga quelque part qu'on ne voit pas, qui est quand même présent. Ça, c'est la différence entre transitif et intransitif. Là, je vous présente un petit concept qui est mentionné par les cours de Kyordoli. Kyordoli, qui est vraiment le sensei qui m'a le plus influencé dans ma manière de voir le japonais, qui elle aime bien séparer ça voilà, avec un petit yin et yang, avec sele et ale. En mode sele, c'est, je sais plus s'il a dit le père ou la mère, je crois que c'est le père de tous les verbes en faire, et ale de tous les verbes exister, qui sont du coup les verbes intransitifs. Je vous ai mis les noms également en japonais parce que c'est intéressant. Ta, doshi, donc doshi, je vous rappelle, c'est le verbe, on l'a vu tout à l'heure. Bouger quelque chose. Ta, c'est autre chose. C'est autre. Ça veut dire autre. Du coup, c'est bouger autre chose. Ta, doshi. Ji, c'est le même que dans Jibun, par exemple, ou dans Jiyu, c'est soi-même. Soi-même. Du coup, c'est se bouger soi-même. Se bouger soi-même. Le mot qui bouge soi-même. Ça, c'est le mot qui bouge les autres. Ça exprime extrêmement bien ce concept de transitif et intransitif en japonais. Transitif, ça bouge les autres. Intransitif, ça se bouge soi-même. Globalement, tous les verbes en sele, c'est faire quelque chose, donc ça va être du côté transitif, du côté bouger les autres. Tout ce qui est du côté du ale, du côté du exister, on existe, on ne fait pas exister quelqu'un. Alors vous pouvez mettre des formes complexes, mais exister en soi, c'est exister par vous-même. Vous n'existez pas quelque chose. On n'existe pas quelque chose. On existe, on n'existe pas, mais on n'existe pas quelque chose. Ça, c'est la différence majeure entre les deux. Au niveau grammatical, en gros, pour faire simple, c'est que quand on a un verbe transitif, on a ga qui est le sujet et o qui est l'objet, donc direct ou indirect. Donc vous bougez quelque chose, par exemple, où là, le quelque chose sera marqué par le o, alors que quand c'est transitif, il n'y a pas de objet, normalement. Normalement, il y a quelques exceptions, pareil, qui sortent du contexte de sa masterclass, mais dans l'énorme majorité, il n'y a pas d'objet. Et du coup, c'est ga qui est le sujet, et c'est dans ces cas-là où parfois, effectivement, on va traduire en français avec un objet, et qu'on vous dit que ga marque l'objet. En fait, ga, il marque pas l'objet, il marque le sujet, c'est juste que le sujet subit l'action. Du coup, il est sujet et objet en même temps, il est les deux. Mais du point de vue du japonais, il est sujet. C'est pour ça qu'il prend la particule ga.
C'est pour ça que parfois, quand on fait la traduction non pas littérale, mais la vraie traduction, quelque chose qui est marqué par ga se retrouve objet. Parce que c'est une traduction et non pas une traduction littérale. Ce qui fait qu'il y a plusieurs pièges à cause de cette transitivité, qui sont des notions qui sont exprimées comme ça, qui sont exprimées transitives en japonais, qui sont exprimées intransitives en français. C'est notamment le cas de la forme antai. Voilà, je vais reprendre justement l'exemple avec la forme antai. Tai, c'est un adjectif en i. Adjectif en i qui est du coup techniquement, effectivement, intransitif. Parce que on l'a vu que ça appartenait au tableau. Au tableau, je vous rappelle le tableau A et B. Les adjectifs en i sont dans la catégorie A et B. C'était tout le début de cette masterclass, c'était là-dessus. Donc tai rentre dans cette catégorie A et B. Le et là les le qui sont ici le potentiel. Alors oui, parce que là les le peut également être du passif, c'est un synonyme, mais c'est bien pour les formes potentielles. Le potentiel en japonais est intransitif. Le potentiel en japonais est intransitif. Je vais vous donner des exemples sur le potentiel. Les deux autres erreurs qui concernent beaucoup d'apprenants, ça va être wakaru. Wakaru que l'on traduit souvent par comprendre, mais qui en japonais est intransitif et qui veut dire être compréhensible. Pour ça que ça pose beaucoup de confusion auprès des apprenants, notamment des débutants, parce que c'est un mot que vous rencontrerez forcément très tôt, que vous rencontrez tout le temps, que l'on exprime différemment en japonais en français. En français, on dit comprendre quelque chose, donc comprendre, on s'attend à ce qu'il y ait un objet, comprendre quoi, quelque chose. En japonais, on dit être compréhensible. C'est pour ça que ça prend la particule ga, pareil, je vous donne un exemple, et l'autre c'est ski, donc ski, je crois que j'y reviens pas plus tard, mais si vous voulez connaître tout sur ski, il y a la vidéo très complète dans la description qui débloque entièrement ski. Donc voilà, ski qui est en nom, et du coup en nom on l'utilise avec la copule qui est forcément intransitive, puisque c'est être quelque chose. Ce qui nous donne ce que j'aime bien appeler le piège des auxiliaires. Je vais enlever ma webcam. En fait, ce qui se passe quand vous fusionnez un verbe transitif avec un verbe intransitif, c'est que vous obtenez gotenks qui est les deux en même temps. Il est les deux en même temps, et c'est de là que naît énormément de confusion. C'est que même s'il est les deux en même temps, il va avoir quand même un usage privilégié en japonais. Pour ça, un exemple vaut mieux que 1000 mots, et c'est ça que je te disais, c'est marrant, j'ai pris exactement l'exemple que tu m'as laissé tout à l'heure dans le commentaire, avec lingo ga tabetai et lingo o tabetai. Lequel des deux est correct? C'est un piège en fait, les deux sont corrects. Si vous écoutez le manuel, on vous dira que c'est lingo ga tabetai qui est correct. Maintenant, dans la pratique, si vous plongez dans du vrai japonais, vous verrez énormément de lingo o tabetai. Alors, est-ce que c'est correct? Il y a débat, même parmi les japonais natifs, il y a débat. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent que ça ne devrait pas exister et que ce n'est pas correct. Dans la pratique, c'est utilisé, c'est un petit peu comme l'académie française, si vous voulez, et le vrai français, il y a des différences. Voilà, dans la pratique, c'est très utilisé, c'est pour ça que je vais quand même vous apprendre son usage pour pas que vous soyez perturbés si vous le rencontrez. L'usage de base, effectivement, lingo ga tabetai. Souvent on vous dit ouais c'est la particule ga qui fait n'importe quoi. Non. En fait c'est un usage logique si vous voyez ça comme ça. Quand vous dites lingo ga tabetai, je vous rappelle que si notre verbe il a fusionné. En fait on a les deux. On a le tabe, donc tabelu qui est notre verbe transitif, mais on a le tai qui est notre adjectif intransitif. Et du coup quand vous dites lingo ga, donc on sait que ga ça marque forcément le sujet, que notre sujet c'est lingo, donc lingo c'est la pomme, mais en fait il marque pas tabe. Ga c'est pas le sujet de tabe, ga c'est le sujet de tai. Parce que tai c'est un adjectif, souvent en français on va le traduire par avoir envie de, en fait c'est pas avoir envie de, c'est donner envie de. Tai c'est un adjectif qui veut dire donner envie de. Et quand vous dites lingo ga tabe tai, littéralement vous dites pas j'ai envie de manger la pomme, vous dites la pomme donne envie d'être mangée. La pomme fait l'action, c'est elle le sujet de l'action, donner envie d'être mangée. De l'action être, donner envie d'être mangé. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui est exprimé en japonais. J'espère que c'est clair pour vous. C'est pour ça que la forme standard de la forme en tai, c'est effectivement avec en ga. C'est pas la particule en ga qui marque l'objet. Effectivement, si on vous traduit cette phrase en français, on vous dirait j'ai envie de manger une pomme. Manger quoi? Une pomme. En français, la pomme est l'objet. Mais en japonais, on dit pas j'ai envie de manger la pomme. On dit la pomme et donne envie d'être mangée. Elle est là toute la différence. La particule ga fait la chose qu'elle fait toujours. La particule ga c'est la plus simple en japonais, elle marque toujours le sujet. Parfois la complexité revient sur le fait de à quel verbe elle renvoie, effectivement. Ici, du coup, dans lingo ga tabetai, elle renvoie à tai. Une autre forme que vous verrez souvent, notamment dans le japonais moderne, qui, comme je vous ai dit, est plus ou moins admise, c'est lingo o tabetai, où là, en fait, lingo est donc l'objet de notre verbe,
mais c'est pas l'objet de tai, c'est l'objet de tabelu. Ou manger quoi? De la pomme. Et du coup, la différence, si on serait... Alors c'est vraiment du monde de la nuance, hein. Généralement en traduction, traduirait ça par la même chose, mais dans le domaine de la nuance, ça donnerait Lingo ga tabetai, la pomme donne envie d'être mangée. Lingo o tabetai, le fait de manger une pomme donne envie. Manger une pomme donne envie. Ça se dit pas en français, mais c'est la nuance qui est exprimée ici. Donc ça dépend sur quoi vous mettez l'accent. Si c'est vraiment la pomme qui vous donne envie d'être mangée, si c'est parce que vous voyez une pomme et que vous voulez vraiment manger cette pomme, généralement vous allez dire lingo ga tabetai. Si vous dites lingo tabetai, c'est, je sais pas, on vous parlait de pommes pour n'importe quelle raison, et vous dire ah lingo tabetai, ça me donne envie de manger des pommes. Que je sais pas, vous visitez un verger par exemple. C'est vraiment du domaine de la notion, il faut savoir que les deux s'utilisent. Dans votre manuel, je pense qu'on enseigne que celle-là. En pratique, vous verrez énormément celle-là. Voilà, retenez bien que c'est pas tout à fait les mêmes notions qui est utilisée. En fait, c'est dû à cet agglutinement justement de notre verbe avec nos auxiliaires, notamment lorsqu'on agglutine des verbes qui sont en partie transitifs et en partie intransitifs. Il faut également savoir que cette forme généralement pose peu de soucis aux étudiants français parce que, du moins en apparence, elle est plus proche de ce que nous on a l'habitude d'exprimer avec la pomme qui est l'objet de l'action. Ça débloque beaucoup de choses. Top. Pour la majorité des verbes, il y a une forme préférentielle. Tu veux dire par rapport à quoi la forme préférentielle? Par rapport à si on dit plutôt ga ta bétail ou o ta bétail, c'est ça? Au pire, on dit pas de particules. Effectivement, c'est très marrant que tu dis ça. J'ai hésité à en parler quand je parlais du 0 ga, mais je me suis dit non, c'est trop avancé. C'est vrai qu'en japonais oral, souvent, on nommait les particules et du coup, vous dites juste lingo ta bétail. Et c'est comme en anglais, on oublie beaucoup de mots, surtout en anglais moderne. En français, peut-être qu'on le fait également, je m'en rends un petit peu moins compte. Et bah voilà, en japonais, ça se fait, c'est pas correct grammaticalement, mais c'est énormément fait à l'oral. Est-ce qu'il y a une forme oui, d'usage, oui. D'usage, il y a généralement une préférence. Après, pour la déterminer, c'est vraiment l'expérience et l'immersion. J'aurais tendance à dire que Lingo ga tabetai est plus naturel. Lingo ga tabetai me paraît quand même plus naturel. Après, ça dépend vachement des verbes. Par exemple, tsukae, tu vas dire tsukaitai. Généralement, tu vas pas dire ga tsukaitai. Généralement, tu vas dire o tsukaitai. En vrai, ça dépend beaucoup du contexte. Généralement, oui, t'as quand même une forme préférée, une forme qui paraît plus naturelle, et il n'y a pas de règle là-dessus. Moi, ce que je te conseille, pour le moment là, si toi, tu dois en choisir une, pars avec la première, vu que c'est la forme officielle, standard, voilà. Avec ça, il n'y a pas de souci. Après, ça, c'est un petit peu moins admis. C'est comme un petit peu le japonais oral, tu peux l'apprendre une fois que tu as déjà des bases, on va dire, un petit peu plus standard. Après, c'est juste important de savoir que ça existe pour pas que tu sois choqué quand tu tombes dessus. Mais Lingo Gata Beta est quand même, selon moi, préféré. Je pense que si tu recherches les deux sur Google, t'auras beaucoup plus de résultats avec Gata Betai que Ota Betai. Explication au top. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On a encore quelques slides. Ça fait 2 heures les amis. Onga yomeru. O yomeru. On c'est un livre. Yomu c'est lire. Et du coup c'est la forme potentielle. Pareil, les deux se disent en japonais. Ouais, je vérifie que la webcam était bien éteinte. Les deux se disent en japonais. Pareil, la forme standard, ça va être encore une fois avec le ga, parce qu'en fait, on est dans le même... Bon, je vais vous montrer directement. On est dans le même cas, où le apporte cette intransitivité, là où yomu, lire, on lit quelque chose, c'est transitif. Du coup, c'est exactement le même cas en fait que avant, sauf que là, c'est pour le potentiel. En fait, ce qu'on dit, l'idée de base qui est exprimée en japonais, c'est pas je peux lire un livre. On dit le livre est lisable. On ga yomeru. On est le sujet de être lisible, de être pouvoir lire. Le livre est lisible. Alors que quand vous dites on o yomeru, vous dites le livre, objet, yomeru, et là, pareil que le cas précédent, où le o renvoie en fait au yome et non pas au le. Donc c'est le même cas. Pareil, on ga yomeru, ça sera beaucoup plus utilisé. Si vous dites Hono yomeru, c'est pour exprimer des nuances différentes, c'est vraiment de la nuance. Généralement, ça pose pas de souci au français, parce que, encore une fois, en français, on exprimerait plutôt comme ça, nous, l'idée, où on est très égocentré, du coup, on dirait pas que le livre est lisible, on dirait que quelqu'un peut lire le livre, ça paraît étrange de dire le livre est lisible, mais voilà, c'est comme ça que c'est exprimé en japonais. Voilà, j'ai une petite slide également avec le kohi ga skida, qui est un exemple très connu pour dire j'aime le café. En fait, on dit pas j'aime le café, on dit le café est aimable. Le café est aimable. J'aime le café. Et le dernier exemple, c'est Nihongo ga wakaru. Wakaru qui veut dire comprendre. Mais en fait, ça veut pas dire comprendre, ça veut dire être compréhensible. Du coup, Nihongo ga wakaru, c'est le japonais est compréhensible. Bien entendu, je comprends le japonais.
Voilà, donc c'est tous ces petits pièges là qu'on a avec cette notion de transitif et intransitivité. Encore une fois, si vous avez Yomi-chan, vous pouvez passer dessus. Et là, vous voyez, wakaru, on a verbe intransitif. Sachant que wakaru est un petit peu spécial, mais au global, voilà, c'est son usage préféré, largement. Et puis, c'est le temps de vos questions. Je pensais pas que ça aurait duré. Je pensais que ça durerait longtemps, mais pas autant. Donc, je vous en prie, si vous avez des questions, et bah, c'est parti. Merci déjà à tous ceux qui sont restés jusque-là. Je vais éviter de parler trop fort, parce que il commence à être tard. Beaucoup de liens faits et de portes débloquées ce soir. Super, super. C'était vraiment ce que je recherchais. Par contre, faudra prévoir un replay, parce que 7 heures, je ne sais pas si on sait. Oui, t'inquiète pas, le replay sera là dans les jours qui suivent. Alors, je vais essayer demain. Merci pour ton super boulot, merci beaucoup. C'est super important. Les angles sur les explications sont hyper intéressants, merci. Positif pour moi, ça fait plaisir. Merci, bah ça fait plaisir en tout cas de voir les retours positifs. Tu as des lectures ressources à conseiller pour trouver ce genre d'explications. Ouais, si tu parles anglais, alors ça dépend. Tu parles pas anglais. Et que si je suppose tu me poses ça, c'est que t'as pas encore un japonais suffisamment développé pour lire beaucoup de ressources japonaises. Je vais t'afficher la chaîne que je te recommande, qui est Cure-Dolly, qui est moi mon sensei. Tu verras, il y a en fait énormément de choses que j'ai expliquées, je les tiens directement de elle. Malheureusement, elle nous a quittés en début d'année, mais sa legacy, son héritage est là, et son travail est là. Son livre également est pas mal, dispo sur Amazon. Sinon, elle explique énormément de choses directement sur sa chaîne YouTube. Je te préviens, elle parle de manière bizarre. Mais, et c'est un petit peu creepy pour certaines personnes, je conçois, mais ce qu'il faut faire, c'est que je vais déjà couper ça pour pas que vous ayez l'audio. En fait, ici, dans YouTube, vous pouvez activer les sous-titres. Elle a écrit tous ses sous-titres en anglais, donc si tu parles anglais, tu peux voilà, ouvrir les sous-titres et activer les sous-titres anglais qui sont super. Du coup, ne t'arrête pas à son audio. Et elle n'a pas mis le lien de son livre ici, mais elle a un livre aussi qui reprend ses concepts fondamentaux, qui est top également. Ça, c'est la première ressource vraiment top. En vrai, Wikipédia français exprime beaucoup de choses mieux que beaucoup de manuels. Et il y a des chances qu'en lisant la page Wikipédia, tu en apprennes plus au final que certains manuels. Alors ça dépend un petit peu des pages, mais au global, j'ai été extrêmement surpris de la qualité de Wikipédia au niveau de l'enseignement du japonais, qui rentre vraiment un petit peu dans certaines notions que je vous ai expliquées aujourd'hui. Donc au niveau du français, ça serait ça. Au niveau de l'anglais, ça serait Cure-Dolly. Puis après, il y a d'autres ressources à droite à gauche. Évidemment, c'est beaucoup en cumul également de forums japonais, de forums anglais, beaucoup de recherches Google au cas par cas. Mais ça, c'est les deux ressources vers lesquelles je me retourne le plus souvent. La masterclass, c'était incroyable. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je comprends plein de choses que j'avais juste apprises. Ouais, c'est ça c'est incroyable. Je me rappelle cette sensation au moment où c'est des choses qu'on a apprises, on sait pas pourquoi ça marche. On comprend pourquoi ça marche. Moi, ça avait été incroyable, donc ça me fait plaisir que ça soit comme ça aussi. Pour vous, elle a fait 2 e-books sur Amazon aussi, il me semble. Alors, je crois que il y en a un, c'est effectivement, ça doit être lui, Alice in Kanjiland, que je l'ai regardé, je le recommande pas particulièrement. Il est sympa, mais c'est pas incroyable. Par contre, Unlocking Japanese, voilà, celui-là est effectivement incroyable. Et l'autre livre duquel je pense elle s'est inspirée, c'est... Comment il s'appelle? Que je retrouve son nom. Donc celui-là, c'est le premier. Ouais, Alice in Kanjiland, je le recommande pas particulièrement, mais celui-là est vraiment très 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 bien. Je le recommande. Et l'autre, c'est tout ce qui est méthodologie de la langue, qui est pas du tout lié au japonais. Moi, je le tiens de là. Voilà, c'est la citation du mec que je vous ai cité en début, The Bilingual Reform, qui est expliqué, comme je vous ai fait en fait. Hein, ce soir, c'est la méthodologie que j'ai utilisée, qui a expliqué le japonais à travers les fondations qu'on a acquises dans notre première langue. Pour nous, c'est le français, puisque ça nous permet de faire des connexions assez faciles à Making Sense of Japanese, voilà, qui sont voilà, les 3 livres que je vais vous recommander. Making Sense of Japanese, What the Textbooks Don't Tell You. Encore une fois, c'est en anglais. Ressources en français, j'en ai commandé, qui vont arriver bientôt, mais j'ai pas encore regardé, donc je connais pas du côté francophone encore, mais j'en ai recommandé suite à des recommandations. Une fois que je les aurai lues, je pourrais vous les recommander si elles sont bien. Voilà, en priorité je dirais celui-là. Celui-là est aussi cool, un petit peu différent, un petit peu plus vieux du coup.
Je crois que la première édition elle est plus vieille que ça en vrai. Non, peut-être pas en fait. Bon, 2013, bref. Voilà, au niveau des livres que je vous recommande. Avec Wikipédia. Je suis nul en anglais. Ouais, nul en anglais, bah je te recommande ma chaîne. Je fais pas autant que Cure Dolly, mais j'essaye, je vais en faire de plus en plus. Donc pour tous ceux d'ailleurs qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, parce qu'il y en a pas mal qui viennent de TikTok, faites un tour sur ma chaîne, hein, il y a plein de trucs pour apprendre le japonais. Si ce que vous avez appris là vous a intéressé, je pense que vous avez kiffé la chaîne. Donc certes, il y a beaucoup de shorts sur YouTube qui sont les mêmes que sur TikTok, mais il y a aussi beaucoup de vidéos longues, de vidéos exclusives à YouTube, qui pourraient vous intéresser très fortement. Elle parle aussi du pronom zéro. Ouais, le pronom zéro, je le tiens de Cure Dolly. L'énorme majorité de ce que vous avez vu ce soir, je le tiens de Cure Dolly, qui a été plus ou moins distillé avec mon expérience et mes autres sources, mais franchement, oui, Cure Dolly, vous allez voir Cure Dolly, vous allez voir énormément de choses que je vous ai expliquées ce soir, et bien plus. C'est vraiment de l'or en bas. Et si vous voulez des cours, les amis, n'oubliez pas, le lien, c'est le premier lien dans la description. Ça vous ouvre Calendly. Le seul lien qui est valide, c'est celui-là. Cours. Et vous pouvez la réserver des cours avec moi. Vous pouvez toujours me poser vos questions après. Vous avez plusieurs liens dans la description pour ceux qui veulent un petit peu aller plus loin. Notamment voilà, sur Ski, sur Chae et les ressources avec le Discord pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord. Il est possible de prendre les cours à 2 par exemple. Très bonne question. J'y pense. Donc ce que tu veux faire pour le moment, ce que je te conseille de faire, c'est prends en bilan, tu réserves 1 heure, que tu sois pour le moment tout seul ou même à 2 directement, vous m'appelez et on voit ça ensemble. Je pense que ça devrait être possible. Donc c'est à voir. Pour les cours de groupe, effectivement j'y réfléchis, si j'ai beaucoup de demandes avec des niveaux qui sont proches, oui c'est quelque chose que je mettrai en place dans tous les cas. Donc voilà, prends le bilan, c'est gratuit, c'est une demi-heure, pas de souci. Et voilà, on en parle ensemble. Prochaine masterclass, je sais pas du tout, parce que déjà celle-là m'a demandé beaucoup de travail, il va falloir me demander beaucoup de travail après pour que je la rende publique, que je la rende le replay, etc. Et du coup, je sais pas, mais si vous êtes inscrit par email, dans tous les cas, je vous enverrai un email à la prochaine masterclass. Donc à l'heure actuelle, il n'y en a pas de prévu, mais j'en referai, sachant que je pense faire avant en direct public, qui sera pas forcément une masterclass, mais qui sera toujours cool à voir et qui sera sur YouTube. Je pense avant la prochaine masterclass, voilà, je ferai un live public. Je sais pas encore trop sur quoi, mais sur un thème intéressant. J'ajoute tout le monde sur le Discord du moment que vous m'envoyez un message, que vous m'ajoutez déjà en tant qu'ami pour que je puisse vous voir, voilà. Alors là je vois, effectivement j'ai des demandes, est-ce que vous pouvez voir à l'écran? Je pense que vous allez pouvoir voir. Je vais le faire après le live, évidemment. En fait, j'accepte, et après vous m'envoyez juste un petit message. Vous voyez, là je vois cette personne m'a très certainement envoyé un message pour me dire salut, j'apprends le japonais, est-ce que je peux rejoindre le Discord? Un truc tout bête, hein. Et je vous ajoute, c'est pour éviter vraiment les touristes purs et durs, éviter le spam, tout simplement pour garder quand même la communauté qualitative. Du coup, notre serveur, voilà, Bohoken, dont je parlais tout à l'heure, il y a pas mal de monde, je pense, qui est déjà sur le serveur ici. Pour ceux qui n'y sont pas, vous avez le lien dans la description. En fait, vous m'ajoutez directement en privé pour pouvoir m'envoyer un message. Je suis toujours en statut ne pas déranger ou quelque chose comme ça. Envoyez-moi un message quand même, c'est juste pour pas avoir les notifications. Je lis tous les messages que je reçois. Et effectivement, après je vous ajouterai et vous pourrez parler, si je vais vous montrer, on va vous montrer les présentations. Donc il y a vraiment pas mal de monde, hein, on peut voir 17 en ligne. Il y a pas mal de monde, je pense, qui dorment. Et voilà, plein de gens qui se présentent, c'est super cool. Donc si vous apprenez le japonais, n'hésitez pas, c'est un serveur gratuit, accessible à tous ceux qui font la demande. Ok, bah les amis, de toute manière, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Discord ou par mail, maintenant que vous avez mon mail. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, bon courage dans votre apprentissage du japonais. Voilà, à bientôt. Tchuss!